Je ne vous infligerai pas la biographie. J'ai servi en fait 37 ans au Quai d'Orsay, après avoir eu d'autres activités professionnelles, et j'ai fait des enseignements de conférencier maintenant. J'écris des ouvrages, je commets des ouvrages. Donc voilà, d'abord je voudrais remercier Madame la directrice, Mme Claire Bourgeois, la directrice de l'IDERI, d'avoir accueilli dans ses murs de m'avoir accueilli. Et puis ainsi que je voudrais Mme Catherine Convert, la présidente de l'AERA, pour m'avoir invité. Et je vous remercie d'avoir bien voulu venir et écouter cette conférence qui, j'espère, vous intéressera. Et en tout cas, vous sera utile. En tout cas, si elle ne vous fait pas bien, elle ne pourra pas vous faire de mal, je pense, j'imagine, puisque vous étudiez dans les relations internationales. Alors, il se trouve que je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Il se trouve que le thème de cette conférence et de ce jeu de questions et réponses après, moi j'avais intitulé, parce que c'était comme ça que c'était convenu, disons, c'est exactement le même thème, monde arabo-musulman, ambition sino-russe et ambition américaine. En fait, pour délier un peu le sujet, c'était l'approche russo-chinoise du monde arabo-musulman face à la vision américaine fondée sur le projet de Grand Moyen-Orient de George W. Bush, présenté au Congrès américain en 2004. Alors je pense que quand ça m'avait frappé de voir que ce thème-là, c'était en réalité au cœur même de la géopolitique, ce thème. Il résume la géopolitique telle qu'elle a été élaborée, on va le voir, par notamment des penseurs anglo-saxons, je précise, ni par des Russes ni par des Chinois. La géopolitique traditionnelle a été créée d'abord par des Allemands et des Scandinaves, et ensuite par des penseurs et des stratèges anglo-saxons. Notamment les deux pères, les deux fondateurs de la géopolitique sont un Anglais et un Américain. Alors, parmi les grands noms, en fait, la géopolitique, je dis toujours, c'est la politique de la géographie. Bon, ça rend le sujet un peu moins prétentieux, un peu moins rébarbatif, un peu moins effrayant. Donc on trouve des noms, comme je disais, le siège de von Clausewitz, qui a fait une stratégie de la guerre, qui remonte auteur prussien, devenu une référence incontournable, un géographe, Karl Ritter, qui sont tous les deux des Allemands. Et donc la géopolitique est au départ une science germanique. Les deux pères fondateurs, vraiment les premiers pères fondateurs, sont un Suédois, Rudolf Schellen, et l'Allemand Friedrich Ratzel, qui ont vécu de 1864 à 1922 et l'autre de 1844 à 1904 respectivement. Ils sont les deux fondateurs de la science de l'État, qui était le premier nom de la géopolitique. Ensuite, cette science, cette géopolitique, comme on va l'appeler bientôt, avec un K, puisque c'est les Allemands qui l'ont vraiment inventé sous sa forme moderne. Donc elle va prendre corps après la naissance du Deuxième Reich allemand, c'est-à-dire après la défaite française de 1871. Lorsque la Prusse, devenue transformée en empire allemand, décide de se constituer un empire en Europe orientale, puis ensuite un empire colonial en Afrique. Donc elle est à la recherche d'Espagne. Comme on peut l'imaginer, c'est cette idée de se créer un empire colonial, puis de se créer un empire en Europe, un empire continental, qui va donner naissance petit à petit au concept de Lebensraum, c'est-à-dire l'espace vital, qui sera suivi sur mémoire plus tard. Alors, la géopolitique, pendant très très longtemps, en fait jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ne sera pas très populaire en France parce qu'elle rappellera trop de mauvais souvenirs. En tout état de cause, la nouvelle discipline, on remarquera. Ensuite, elle naît au fond en Allemagne d'abord, et dans les pays scandinaves, mais en Allemagne avant tout. Ensuite, elle va fleurir et s'épanouir dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire en Grande-Bretagne d'abord, l'un des premiers pères fondateurs du coup de la géopolitique sous sa forme moderne, tel qu'on va l'exposer aujourd'hui, c'est un Harold Mackinder, c'est un Britannique. Et au temps de la splendeur de l'Empire britannique, de l'Empire victorien, de l'Empire colonial, et puis l'autre c'est l'Américain Nicholas Pikman qui sera l'inventaire. Les deux seront l'inventaire des deux concepts fondamentaux. Alors au point, il fleurit tellement, il va s'épanouir tellement ce concept de géopolitique en terre anglo-saxonne que certains vont parler d'une idéologie finalement proprement anglo-saxonne. En tout cas, elle méritera très vite la définition qu'en donne du coin français Thierry Montbrial, directeur de l'IFRI actuellement, que la géopolitique, c'est la partie de la géographie politique qui s'occupe des idéologies relatives au territoire. Alors, je vais vous mettre comme il y a ceci. Donc,
voici le sommaire, à peu près, bon ça ira relativement vite je pense, donc je passe, concept et notions de base de la géopolitique. Ensuite, la géopolitique comme politique de la géographie, plus le messianisme, c'est pas plus l'électricité, et les soviets plus l'électricité, vous avez raison. Et puis ensuite, il y aura le Grand Moyen-Orient de George Bush, ensuite le moment unipolaire américain, ensuite on parlera du partenariat stratégique Russe-Chine qui fait pièce aux ambitions américaines, et puis ensuite le Moyen-Orient, pourquoi c'est un terrain privilégié de la confrontation stratégique et géostratégique. Alors voilà. Par conséquent, ça c'est le plan, voilà, les bases de la géopolitique. Alors les bases de la géopolitique, en fait, il y a trois formules qui peuvent cerner cette préoccupation des apôtres, des expansionnistes, au fond des théoriciens de l'expansionnisme. Il y a le premier, se trouve le Britannique Walter Raleigh, qui a donné son nom à un tabac de fumeur de pipe, je crois, qui a vécu de 1552 à 1618, qui est un admirateur du pirate Francis Drake. Alors c'est des vieilles histoires, mais il écrit dans son livre L'Histoire du monde une formule qui va vraiment servir de base à tous les géopoliticiens par la suite, qui vont la paraphraser et la triturer dans tous les sens. Il écrit dans son livre L'Histoire du monde, qui règne sur la mer, règne sur le commerce du monde. Qui règne sur le commerce du monde, règne sur la richesse, qui règne sur la richesse du monde, règne sur le monde lui-même. Alors la notion de règne et de domination, c'est une notion très prégnante en géopolitique, au point où on a l'impression que ça suffit à gérer au fond la politique mondiale, la politique des relations internationales, au moins de telle ou telle nation qui se sent les moyens de dominer le monde. C'est une pulsion irrésistible. Alors, ensuite, on passe en 1861-1947, le Britannique, c'est le deuxième nom, et la deuxième formule, le Britannique Harold Kinder est l'inventeur du Heartland, la Terre centrale. Alors, vous voyez en haut, vous voyez ici, ah oui, sur votre carte, la carte fondamentale en haut à droite, à votre droite, le Heartland et la notion du Heartland et du Rimland. Alors le Heartland, comme son nom l'indique, ça veut dire le cœur de la Terre. Certains l'appelleront la Terre centrale, en fait. Et on voit qu'il y a cette tache qui est jaune, orange. Le Heartland correspond à peu près à des parties de l'Europe orientale, mais en gros à la Russie, à l'espace russe. Le Heartland est le centre du monde. D'après les géopoliticiens. Certains l'appelleront le Heartland et notamment la Russie, le pivot géographique de l'histoire. Bon. Alors, c'est le bloc territorial, en fait, c'est le Britannique Harold Mackinder, donc qui vit à cheval sur le 19e siècle et le 20e siècle, est l'inventeur du Heartland, la Terre centrale. Donc cette Terre centrale, le Heartland, c'est le bloc territorial russo-sibérien qui va de l'Europe de l'Est à l'Asie orientale et qui est le pivot géographique de l'histoire. Le cœur d'une masse eurasiatique que la Russie a vocation à dominer. Il lance une formule qui fera fortune, mais qui est inspirée de la précédente, qui règne sur l'Europe orientale, règne sur le Heartland, qui règne sur le Heartland, règne sur l'île mondiale, qui règne sur l'île mondiale, règne sur le monde. Alors l'île mondiale, pour lui, c'est pas l'Ancien Testament, mais l'Ancien continent. L'ancien continent, c'est-à-dire notamment l'Eurasie, auquel il faudrait ajouter certainement l'Afrique, mais au moment où la géopolitique s'élabore et va se développer, le continent africain ne compte pas beaucoup, sauf quelques pays du nord de l'Afrique, parce que si on est à l'époque coloniale, et en fait, quand on parle des métropoles, on parle de l'empire colonial en même temps. Donc ça c'est la deuxième formule de l'inventeur de Mackinder, qui est l'inventeur du Heartland, la Terre centrale. Ensuite, à peu près à la même époque, mais il est un peu plus jeune, il va vivre moins longtemps, c'est-à-dire l'Américain Nicholas Pigman est l'inventeur du Rimland, qui veut dire donc la ceinture. Alors vous la voyez sur la carte, c'est la partie en jaune, la ceinture. Pourquoi le Rimland, pourquoi la ceinture? Parce qu'elle ceinture le Heartland. Disons, certains l'appellent le croissant intérieur. Le croissant intérieur. Donc c'est en forme de croissant effectivement, puisque c'est tiré sur le globe terrestre, et c'est pratique de l'appeler comme ça. Donc le Rimland, ça couvre l'Europe occidentale, mais à l'exclusion des îles britanniques, je noterai, l'Europe continentale, y compris l'Europe occidentale, la péninsule arabe, au fond une partie de l'Afrique du Nord, ça ne figure pas sur la carte parce qu'il y a des versions différentes, après le sous-continent indien, la Chine qui en a un gros morceau, la Mongolie, puis des bouts de Sibérie, et l'Indochine. Ça, c'est le Rimland, donc la ceinture, le croissant intérieur qui ceinture le Heartland. Ensuite, viendra donc l'Américain qui invente ce concept, un vaste ensemble de territoires. Allant de l'Europe de l'Ouest à l'Asie des Moussons, à la Chine, centré autour du projet du Moyen-Orient, qui intégrera en fait toute la zone arabo-musulmane.
Alors, cette Muslim Green Belt, comme l'ont les géopoliticiens, c'est-à-dire la ceinture verte musulmane, qui fait une partie considérable avec la Chine du Rimland et l'Europe occidentale. En fait, le Rimland, c'est 3 pièces, en gros. La Chine, l'immense Chine, l'immense ceinture verte arabo-musulmane, avec l'Asie centrale et tout ce qui est des régions musulmanes, c'est pour ça que vous allez voir, là, je vais passer la carte du monde musulman, et puis l'Europe continentale, donc à l'exclusion des îles britanniques et de la partie qui est incluse par la Russie. Alors, la Muslim Green Belt des géopolitologues américains, néoconservateurs, on va reparler rapidement de cette doctrine après, qui est fondamentale en géopolitique, qui sont inspirés par 3 personnages qui ont repris les mêmes plans, qui sont très d'actualité actuellement, l'orientaliste Bernard Lewis, Samuel Huntington, qui est l'inventeur du clash des civilisations, qui divise le monde en 6 zones civilisationnelles, et Brzezinski, qui est le vieux monsieur qui vient de mourir actuellement, qui a écouté à l'oreille de, non plutôt que les présidents, qui a susurré à l'oreille de tous les présidents américains depuis une époque très reculée jusqu'à maintenant. Je ne sais pas s'il a eu le temps de susurrer à l'oreille de Trump. Alors, Skipman reprendra les aphorismes, enfin les formules de ses prédécesseurs, et écrira qui règne sur le Rimland, c'est-à-dire la ceinture, règne sur l'Eurasie, qui règne sur l'Eurasie, règne sur les destinées du monde. Quand vous voyez ça, vous voyez bien, alors qu'il y a un anglais, un américain, et ça lui définit, là, on a parlé déjà, qui règne sur la mer, ce sont les empires de la mer, on va voir ce que c'est actuellement, et puis on va voir les autres concepts. Alors, aussi au passage, l'île monde, donc comme je vous le disais, c'est les 3 continents de l'ancien monde, mais en fait plus spécifiquement au départ, l'Asie et l'Europe. Alors, on voit bien jusqu'ici, on a le Heartland, le cœur, en gros la Russie, l'espace russo-sibérien, qui est le cœur du monde, le pivot géographique de l'histoire. Alors ça, c'est pas un Russe qui a inventé ça, c'est un Anglais qui a inventé ça. Disons, il voit ça comme ça. Alors, et pour lui, donc la Grande-Bretagne, son pays d'origine, appartient à la 3e zone, qui s'appelle, vous verrez le concept qui figure là-dessus, les territoires et les îles périphériques, les îles offshore et les territoires périphériques, qui est ce qu'on appelle le croissant extérieur. C'est tout ce qui reste dans les terres émergées. Alors vous avez donc le Heartland au milieu, un premier croissant, et un deuxième croissant qu'on appelle le croissant extérieur, qui comprend les 2 Amériques, celle du Nord et celle du Sud, qui comprend les îles britanniques, qui comprend une bonne partie du continent africain, et qui comprend l'Australie, et tous les pourtours, disons, de l'Asie, notamment toute la partie insulaire, l'Indonésie, la Malaisie, le Japon, etc., etc. Donc, ce sont les 3 parties, le croissant intérieur, le croissant extérieur. Alors, avec ces 3 concepts, on note que la 3e zone, le croissant extérieur, les îles et territoires périphériques, vous le voyez, c'est là que vont naître les empires de la mer, comme l'appelle Skipman. Les empires de la mer, c'est-à-dire c'est les empires qui sont soit coloniaux, soit les vastes empires continentaux, mais qui sont isolés de l'île monde, c'est-à-dire de l'ancien continent. Alors, donc on verra, ça sera la Grande-Bretagne au temps des Anglais, parce que les États-Unis n'ont encore pas émergé comme superpuissance mondiale, mais plus tard, le Skipman s'intéressera déjà à l'Amérique, ce sera l'Amérique qui aura pris le relais, et vous notez que dans cette zone des îles périphériques et des îles offshore, on trouve le Japon, par exemple, qui sévira dans ce domaine, puisqu'il créera cette grande zone marine de prospérité asiatique entre les 2 guerres mondiales, un immense empire qui est à la fois sur terre et sur mer. Voilà, donc ça, selon les géopoliticiens, la vocation des empires de la mer, c'est de contrôler le monde, comme ça, parce qu'ils en sont natifs, et donc les grands empires, l'empire britannique rêve de dominer le monde, de maîtriser les mers et de régner sur le monde. L'empire américain, bien entendu, je ne vous fais pas de dessin, c'est également son dessin. Le Japon a essayé dans son temps, bon, et donc ils estiment qu'ils ont vocation à dominer le monde, seulement en manque de chance. Il y a déjà quelqu'un à qui la géopolitique assigne ce destin, c'est le pivot, le Heartland. Alors vous voyez bien que quand vous prenez la Terre centrale et ces 2 anneaux concentriques, l'anneau intérieur et l'anneau extérieur, eh bien vous voyez bien qu'il va y avoir un conflit d'intérêts finalement entre les empires de la mer qui sont dans le 2e, le croissant extérieur, et puis le Heartland qui est le tenant du titre, si je peux dire, qui n'est pas décidé à cesser de les posséder. Alors on voit notamment
que parmi on retrouve toutes les péripéties, les grandes oppositions géopolitiques de l'histoire du 19e siècle et du début du 20e siècle. C'est entre l'Empire britannique, le Japon d'un côté, les empires de la mer, et puis le pivot, disons la Russie. Et puis après, au milieu, tous ces pays du Rhineland qui sont pris entre deux feux, je dirais, qui sont sommés au fond, puisqu'ils servent de glacis en quelque sorte à la Terre centrale. Ils sont une espèce de barrage pour les empires de la mer s'ils veulent investir, disons, la Terre centrale. Et donc, ils vont être à la fois une espèce de cible, de proie, et puis, ou bien un glacis, au choix. Et du côté, et entre la Russie, par exemple, et la Russie et puis les États-Unis, ou bien la Russie et puis la Grande-Bretagne en son temps, c'est les deux pays qui s'opposeront par exemple en Afghanistan, mais bien avant les guerres d'Afghanistan modernes. Hein. Donc par exemple, il y aura cette rivalité, et on retrouve, après, au temps du communisme, ça sera le monde libre, donc les États-Unis, le chef de file du monde occidental, contre finalement le monde communiste. On va voir finalement à la fois le Heartland et les empires de la mer, qui sont les deux compétiteurs, disons, pour la domination du monde, ont besoin, il y a cette zone qui les embête, mais qui est très large, très longue et finalement très riche, qui est le Rhineland. Et elle est très composite. Il y a la Chine, on y trouve l'immense Chine, on y trouve l'immense ceinture verte arabo-musulmane, et on y trouve tous les pays d'Europe continentale, à l'exclusion donc des îles britanniques. Et on verra le dilemme que ça pose, et on verra si, suivant les cas, disons, ça sera, ce seront ou des alliés du Heartland, de la Russie, ou bien des alliés, disons, des empires de la mer, au choix. Vous prenez les époques historiques, à toutes les époques historiques, vous trouvez ça. Vous trouvez même dans la situation actuelle, vous prenez l'Amérique et ses alliés, vous voyez qu'ils sont bien dans le Rhineland, l'Europe occidentale, la Chine, elle a choisi, elle c'est l'autre côté, la Russie, ce qui n'était pas le cas avant, et puis le monde arabo-musulman qui est toujours au milieu. Et donc le grand jeu géopolitique, ça sera pour soit la Terre centrale, ou bien les empires de la mer, de se créer de cette zone du Rhineland, à la fois ou bien de s'y faire des alliés et des puissants, y avoir des amis, des bases, disons, ou bien alors au contraire, pour les empires de la mer, les réduire en, je dirais, de les morceler, les partitionner, pour qu'ils ne soient pas nocifs. S'ils ne sont pas amis, ils sont ennemis, donc il faut les réduire. Ça va être ça, se soumettre ou se démettre, en quelque sorte. Et ça, je crois que ça illustrera assez bien ce qui se passe souvent. Alors, au fond, le fait que les trois figurants diplomatiques de la géopolitique partagent sur quatre cette histoire, de Sir Walter Raleigh à Skipman, au fond cette même hantise de régner sur le monde, il y a quand même quelque chose, on a disons, de considérer que c'est avant tout une idéologie anglo-saxonne, certes, donc ça n'est pas anodin en tout cas. Il témoigne, finalement, si on veut, il y a beaucoup d'auteurs qui estiment qu'elle témoigne d'une vision atavique, essentiellement anglo-saxonne entre guillemets, selon lesquelles les civilisations de la mer, Atlantique notamment, ont vocation à disputer la domination du monde au Heartland, une vision impliquant, parce que ça serait rien, on dirait ben, c'est votre invention, c'est votre problème, mais pour eux, pour renforcer leur thèse et leur position, il faut que cette vision implique que les peuples qui habitent dans ces empires de la mer sont porteurs d'une mission divine en quelque sorte, et qu'ils sont des peuples élus en quelque sorte. Alors, en fait, on verra que c'est ce supplément d'âme qu'apportera à la géopolitique, ce que l'on vient de voir maintenant, toutes ces notions, le messianisme, qu'il soit sioniste, chrétien-sioniste, voire marxiste, trotskiste, on va en parler très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet vraiment de cette... aura apporté à la géopolitique en débouchant sur l'élaboration de la doctrine néoconservatrice dont nous parlons très brièvement dans ses œuvres, hein, plutôt que ça sur la théorie, qui inspire les guerres d'aujourd'hui. Alors en fait, je dirais au passage que l'idée d'utiliser les pays arabo-musulmans remonte à la guerre froide, pour les uns ou pour les autres. Hein. Ça remonte au temps de la guerre froide, où il y a un équilibre de la terreur entre, disons, le bloc communiste et le bloc occidental. Et au fond, de tout le monde, les deux blocs vont noter au fil des années, qui vont chercher à se faire des alliés dans ce bloc, à la fois dans la ceinture verte arabo-musulmane, ça sera l'Irak, ça sera la Turquie, ça sera l'Iran, ça va être Israël à partir de sa création, l'Arabie Saoudite maintenant, et noterez que ce sont des pays très courtisés, à la fois par la Russie et par les États-Unis. Donc ça illustre tout à fait les vérités, la fatalité de la géopolitique. Mais ça n'est pas une idée nouvelle, puisque finalement l'Afghanistan, la confrontation entre l'Angleterre dans des temps qui remontent bien avant la guerre froide et la Russie,
eh bien, c'était déjà une confrontation de ce genre. L'Angleterre et la Russie cherchant à faire de l'Afghanistan une de leurs bases. Alors, pourquoi l'Afghanistan, j'en sais rien, mais il faut leur demander. Je ne sais pas, l'Afghanistan, parce que c'est une terre qui est centrale, qui a une position géostratégique, ça ne se discute pas. Alors, je pense que, en fait, les chercheurs, quand ils vont trouver une façon d'utiliser les mouvements, le monde arabo-musulman, notamment quand il y a plein de mouvements islamistes qui vont commencer à s'y agiter, ben, ils vont trouver qu'ils vont découvrir que l'espace, il y a le rideau de fer à l'époque, qui sépare le monde communiste soviétique et puis l'Europe occidentale, le monde occidental, et puis le rio de bambou qui sépare la Chine et puis le reste du monde, et bien que toute cette zone, finalement, elle circule, ou elle est entourée d'une zone de pays qui sont en général musulmans, souvent musulmans, et qui sont extrêmement agités et fragiles, en fait, et qui sont très dangereux. Ils y verront un arc de plus, un croissant de plus, qu'ils appelleront le croissant de tous les dangers. Alors, qui court tout au long des frontières méridionales et orientales, notamment de la partie soviétisée de l'ancien continent. L'arc de crise va polariser dorénavant toutes les réflexions engagées par les théoriciens et les experts américains concernant, dans le cadre de la politique, de ce qu'ils appellent la politique d'endiguement de l'Union soviétique. Comment utiliser les mouvements musulmans, les mouvements islamistes, hein, y compris, le cas échéant, les mouvements terroristes. Alors, la Chine populaire va être créée, ça va un peu brouiller le débat, mais le problème sera vite réglé. Ça sera plutôt l'allié, disons, des empires de la mer, plutôt que l'allié du pivot géographique de l'histoire, bien qu'État communiste. La République populaire de Chine ne sera reconnue qu'en 1974 par les États-Unis quand même. Bon. Et ça sera tout à fait, on pourra en tirer les conclusions que l'on veut. En attendant, en fait, donc, quelle stratégie adopter dans cette région ultra-sensible où s'entrechoquent les ambitions de l'Empire américain, les intérêts vitaux de la Russie éternelle, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, effectivement il y a très très longtemps qu'elle existe, et ceux de la Chine qui est non moins éternelle. Alors, ce sera la Muslim Green Belt à géométrie très variable et aux dimensions extensibles, incluant dans toutes ses versions un grand Moyen-Orient qui sera particulièrement cher à George W. Bush. Alors je vais essayer de me déplacer sur la... voilà, la politique de la géographie, on va voir quelque part. Voilà, vous avez, ça c'est la Muslim Green Belt si on veut aller par là. Hein. Alors la Muslim Green Belt, ça comporte tout le monde musulman. C'est le grand Moyen-Orient de George Bush n'est définitivement pas le grand Moyen-Orient géographique, c'est-à-dire le Levant, la Syrie, Liban, Palestine, Jordanie, Irak, Turquie, Iran. Il inclut bien même l'Égypte, il inclut bien évidemment ça, mais petit à petit, au gré, comme je dis souvent, au gré des pulsions américaines et des nécessités de la politique et de la géopolitique, il va inclure petit à petit tout le monde musulman. Il va aller finalement depuis l'Indonésie, la lointaine Indonésie, jusqu'à la Mauritanie, et finalement depuis presque l'équateur sur le continent africain jusqu'au cœur de la Russie actuellement. Alors vous voyez tout ce qui est en vert, plus c'est foncé, plus c'est vert foncé, plus le pourcentage de musulmans est fort, qui est aux alentours, aux environs des 100%. Autrement, vous voyez, bon, il y a tous les dégradés que vous connaissez bien. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appellera en fait la ceinture verte musulmane, c'est cette carte verte en réalité, hein, si on veut aller par là. Hein. Donc, alors, vous aurez sans doute compris, si ça vous n'êtes pas trop perdu avec la fiche, je crois que vous le retiendrez très bien, vous aurez sans doute compris pour quelle raison le monde arabo-musulman, c'est-à-dire le Proche-Orient géographique, le Moyen-Orient élargi et ses abords européens, les maillons faibles mais riches du Rhineland, constituent le théâtre central de l'empoignade entre les deux blocs qui sont, eux, éternels, qui se disputent le contrôle du monde. L'Empire Atlantique, ça a été d'abord la Grande-Bretagne comme chef de file, ensuite maintenant ce sont les États-Unis, et puis de l'autre côté, le bloc sino-russe, la Russie et la Chine, sous ces différentes versions. Il y a eu les essais communistes, il y a eu maintenant, il y a ce grand partenariat stratégique qui est né entre les deux grandes puissances de l'Asie. Alors, donc, je ne reviens pas là-dessus, le Heartland, la Terre centrale, l'île monde, l'ancien monde et les trois continents, le Rhineland, la ceinture de la Terre centrale, les territoires et îles offshore, lieu géographique des empires, des civilisations de la mer. La vocation des empires de la mer, c'est le contrôle de l'île monde, donc
qui passe par la neutralisation ou la conquête de l'Eurasie et de sa ceinture, la Chine, l'Europe continentale, le monde arabo-musulman. Vous remarquerez, il y a trois portions finalement qui sont assez différentes, mais qui comportent le Rimland et qui sont vouées au même sort du point de vue géopolitique, c'est-à-dire à devenir des alliés des uns ou des autres, qui ne sont pas les pivots du monde, ni l'Europe occidentale, ni l'Europe continentale, y compris occidentale, sauf la Grande-Bretagne qui a ce destin particulier, ou bien ni le monde arabo-musulman, qui a pourtant lui-même une personnalité et un destin, une ampleur, une dimension, ni la Chine. Bon. Alors, et on remarquera que le Rimland, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un glacis ou une terre de conquête entre la terre centrale et les empires de la mer. D'où ces aventures, les aventures du monde arabo-musulman, ça sera le sujet d'aujourd'hui, mais également la Chine. Bon, la Chine est très très grosse, c'est-à-dire vieille et grosse et étendue et compacte, donc c'est difficile à entamer, mais enfin elle a le choix dans ses alliances. Et puis l'Europe, on voit bien que l'Europe a le choix toujours. Le problème se pose pour certains maintenant entre l'alliance avec la Russie finalement, ou bien ça se posera pour l'Allemagne, mais très très tôt, l'alliance avec la Russie, donc avec le Heartland, ou bien l'alliance avec l'Occident, et on verra toutes les péripéties qui sont possibles, et toutes les variantes sont possibles. Alors, la géopolitique, en fait, c'est la politique de la géographie, plus le messianisme. Je paraphrase ainsi une phrase de, je crois que c'était, on dit que c'était Lénine qui disait ça, que le communisme, c'était les soviets plus l'électricité. Alors là, je pense que la géopolitique, c'est la politique de la géographie, sa base, en fait, plus un messianisme. Le messianisme, c'est le messianisme religieux qui va venir donner un supplément d'âme, comme je dis, ou un supplément de motivation en tout cas, et d'ambition à la géopolitique. La légitimation de ces ambitions implique de leur donner une dimension religieuse. L'osmose entre la géopolitique et le messianisme atavique du peuple élu, prégnant dans l'histoire des empires des mers, débouchera sur l'émergence et l'épanouissement de la doctrine néoconservatrice à force consonance biblique, n'oublions pas. Alors, les civilisations de la mer, en plus d'autres considérations, doivent empêcher toute alliance entre la Terre centrale et sa ceinture, entre la Russie et la Chine, entre la Russie et l'Allemagne, entre la Russie et l'Europe continentale, par exemple, et entre la Russie et le monde arabo-musulman. Ce sont toutes les problématiques du point de vue des empires de la mer. D'où l'obsession anti-russe des géopoliticiens. Elles doivent empêcher à tout prix toute tentative d'unification du monde arabo-musulman lui-même, qui est une cible à séduire, à conquérir, ou à réduire ou à morceler en mini-État à base de type confessionnel s'il n'est pas assez docile ou obéissant ou conformiste. Ça, c'est la fiche 2, je suis en retard. Voilà, oui, le Grand Moyen-Orient de George Bush. Ouais. Alors, le Grand Moyen-Orient de George Bush, on voit que l'équilibre initial de la guerre froide va illustrer complètement la compétition naturelle entre cette terre centrale et les empires de la mer, les États-Unis et la Grande-Bretagne au centre, et puis avec tous leurs alliés continentaux, qu'ils soient européens, qu'ils soient asiatiques ou arabo-musulmans. Alors ça, c'est le premier point de réflexion. La création de l'État d'Israël, disons au Proche-Orient, bien évidemment, en 1948, bouleverse la donne stratégique au Moyen-Orient, mais elle ne change pas les données fondamentales du problème. Je dirais qu'elle les alourdit en quelque sorte. Dans les années 60, c'est à ce moment-là que va apparaître ce qui est très très peu connu et qui est parfois même nié, pourtant c'est l'histoire qui parle. Le courant néoconservateur, il n'est pas né du tout au temps de Reagan, comme certains le disent, dans les années 80, c'est la version la plus courante. En réalité, il est né dans les années 1960, beaucoup plus tôt, à peu près au moment de la crise des fusées de Cuba, au temps de, peut-être pas pratiquement Kennedy. C'est là qu'apparaît des groupes trotskistes qui pratiquent l'entrisme, comme on dit dans le langage de maintenant, qui pratiquent l'entrisme dans le parti démocrate, donc le parti nominalement de gauche, et qui très vite vont élancer les termes de leur doctrine, qui sont qu'il y a le clivage entre la droite et la gauche, c'est un clivage ringard. Deuxièmement, qu'il faut avoir une attitude très dure envers l'Union soviétique et le communisme. Et troisièmement, c'est tout, quoi, et qu'il faut que les États-Unis assument leur vocation de maître du monde. Hein. Mais en 1960-65, ça craint, pour
je dirais, pour s'imposer dans ce domaine-là, les présidents américains sont plus ou moins... le mécanisme est en marche, mais enfin, c'est assez difficile finalement d'imposer cette vision qui est une vision messianique, mais du coup politique, marxiste plutôt. Alors, ces groupes vont vivoter en quelque sorte pendant une petite vingtaine d'années, et ils vont réapparaître au fond, il va y avoir en ce temps-là, la guerre froide va avoir une accalmie avec la politique de la détente, et puis après, finalement, les partis, ces groupuscules trotskistes, qui sont des néoconservateurs, peut-être sans le savoir ou sans le dire, disons, vont émerger à nouveau au sein du Parti républicain. Ils vont trouver un épanouissement autant de Ronald Reagan, autant de Madame Thatcher, la première ministre britannique, c'est-à-dire c'est la grande révolution néolibérale. C'est à ce moment-là que le néoconservatisme va s'épanouir aux États-Unis et qu'il va commencer à investir ce qu'on appelle l'État profond, le pouvoir profond. L'État profond qui est multiforme. Je vous laisse le soin de lire, puisque vous étudiez dans ce domaine, de lire ce que c'est que l'État profond, on imagine. Ça n'a rien d'un complot, mais l'État profond, c'est tout ce qu'on peut imaginer, tous les leviers de commande, les rouages de l'État qui adhèrent à une même idéologie. En Amérique, ça sera le cas, donc petit à petit, avec un certain essaimage dans d'autres pays occidentaux. Alors, ils s'implanteront, donc ces néoconservateurs, les groupes trotskistes du Parti démocrate, ils vont finir au Parti républicain, puisque la gauche et la droite importent peu, au fond ils pratiquent l'entrisme, et on s'installe dans le parti qui paraît le plus favorable à la diffusion de ces idées. Alors, la détente sera entamée à la suite de la crise des fusées de Cuba en 1962, mais seulement c'est Ronald Reagan, ça va entraîner par exemple la reconnaissance de la Chine populaire, ça va entraîner différentes péripéties, mais disons c'est dans les années 80, quand Ronald Reagan devient président des États-Unis, et Madame Thatcher donc premier ministre, que le néoconservatisme américain va prendre son essor politique. Et donc, il va avoir à la fois une base, comme je le disais, religieuse et une base politique. Alors, la base politique, et il va avoir donc une grande influence. C'est par exemple, c'est sous l'influence néoconservatrice que Ronald Reagan mettra fin à la politique de détente, parce qu'ils estiment qu'il faut avoir une politique très dure vis-à-vis de l'Union soviétique et de contrer le communisme ouvertement. La politique d'endiguement sera de leur inspiration. Et donc, vous vous souvenez que dans les années 80, c'est au moment où il y a la guerre d'Afghanistan, l'intervention soviétique en Afghanistan, et que donc les Américains, l'Occident, enfin, les Américains vont intervenir, ils vont faire une espèce de guerre d'essai, ils ne s'attendent pas à ce que c'est ce résultat fulgurant, c'est-à-dire de signer le chant du cygne de l'Union soviétique, mais disons pendant la guerre d'Afghanistan, ça va être vraiment une grande épreuve, et les néoconservateurs vont pousser à la roue, ils vont être des inspirateurs de la politique de Reagan pour mettre fin à la détente et durcir la politique et endiguer l'URSS partout où elle risque de s'étendre. Alors, finalement, pour l'Afghanistan, ils réussiront, mais on notera que, pour revenir au monde arabo-musulman, que c'est là que va être créé, dans la guerre de l'Afghanistan, les États-Unis vont avoir besoin d'alliés, comme la Grande-Bretagne de jadis, comme les Soviétiques ont cherché à en avoir dans cette Asie centrale. Eh bien, il y a déjà toutes les républiques soviétiques qui sont musulmanes, mais qui sont incluses dans l'Union soviétique et qui sont déjà des faits acquis, des victoires, disons, du Heartland, puisque ce sont des parties de la ceinture qui sont incluses dans l'Union soviétique, mais jusqu'en 1990, mais l'Afghanistan n'est pas inclus dans l'Union soviétique, il s'agit de la conquérir. Donc, ce ne sont plus les Anglais qui vont disputer l'Afghanistan à la Russie ou à l'URSS, ce sont les Américains. Donc, il y aura cette guerre d'Afghanistan. Les Américains vont chercher des alliés en Afghanistan contre l'URSS et contre le communisme. Bon. Et ils vont le trouver, ça va être l'Arabie Saoudite et le Pakistan, deux pays du Grand Moyen-Orient, disons qu'on appellera le Grand Moyen-Orient élargi. Donc, comme vous savez, ces trois pays, ce seront les trois parrains du groupe terroriste qu'on a appelé plus tard Al-Qaïda, l'organisation de Oussama Ben Laden. Bon, c'est une notoriété publique, ça n'est pas une dénonciation spécifique, tout le monde le sait, y compris les États concernés, les responsables concernés l'ont reconnu, c'est un peu l'histoire ancienne, mais enfin c'est bien ça la vérité. Alors,
Dans les années de... C'est par hasard aussi au moment de Reagan, au moment du néoconservatisme, que vont apparaître les premiers plans, au moins prendre la forme cartographique, les plans de morcellement du monde arabo-musulman. Alors il y a 3 personnages qui ressortent, qui donnent un peu la même version des mêmes projets. C'est la version, c'est le plan de... Voilà. Alors, vous avez le premier, c'est le Bernard Lewis, celui dont je parlais tout à l'heure. Bernard Lewis, un orientaliste, qui préconise donc de morceler le monde arabo-musulman pour l'affaiblir et pour que l'Occident, pour que l'Amérique puisse en prendre possession, pour changer la carte. Alors, après, vous avez un stratège qui est israélien, qui s'appelle Oded Yinon, dont les idées sont reprises par un militaire britannique qui s'appelle le colonel Ralph Peter, et qui sortent à peu près les mêmes plans, et ça donne naissance à cette carte que vous avez là. Alors ça, c'est la carte after, c'est-à-dire après, une fois que les plans auraient été réalisés. Il y a également, normalement, mais ça aurait pris toute la fiche, vous avez les plans également avant. Alors les plans avant, c'est les États tels qu'ils existent, les États de leur forme, les États tels qu'ils existent au Moyen-Orient. Ça, c'est les États après, mais ça n'est qu'un échantillon, ça n'est que cette partie du monde arabo-musulman. Mais il faut savoir que les plans, disons ces plans de morcellement et de partition, dont une version sera publiée chaque année sous une forme légèrement différente, mais toujours élargie et améliorée, jusqu'à maintenant, il y a cette carte, et ça montre quelles sont les ambitions à long terme, disons, j'allais dire, des suivants de George W. Bush, et les partisans du Grand Moyen-Orient, de son Grand Moyen-Orient. Alors, vous voyez que tous les pays, je regarderai les cartes, tous les pays qui existent actuellement, les États qui existent actuellement, sont destinés à être coupés en morceaux. L'une des réussites jusqu'à présent, c'est l'Irak, en 3 parties, l'État sunnite, l'État chiite et l'État kurde, en mélangeant une affaire chaotique, une répartition chaotique, puisqu'on mélange une ethnie et des religions et une ethnie. Enfin, bon, ça n'a pas de logique, enfin, ça sème le trouble dans les esprits, c'est un peu ça l'objet. Bon, mais vous voyez tous les plans de destruction, de démantèlement. Par exemple, vous voyez le Kurdistan, la Turquie, menacée d'être dépouillée de son Kurdistan, de même que l'Iran, des morceaux de l'Iran, le Balouchistan, par exemple, qui serait rattaché à l'Afghanistan. L'idée est finalement de découper tous les États existants, et plus ils sont gros, plus de les faire devenir petits, et de les découper un nombre d'autant plus grand de morceaux. L'idée étant ça ne mange pas de pain, de renforcer les États qui n'ont pas beaucoup d'apparence, ni pas beaucoup de puissance, ni pas beaucoup d'existence, comme la Jordanie, lui donner un immense domaine, mais on sait que de toute façon, ils ne pourront pas être très très autonomes. Le Yémen, qui est dans l'état que l'on sait actuellement, et donc de lui donner des territoires, et puis d'agrandir par exemple l'Afghanistan, où on s'est acharné à faire la guerre pendant plusieurs décennies, mais de lui donner des territoires, de l'agrandir, d'en faire un grand État. Alors, et au contraire, de rétrécir le Pakistan, de rétrécir l'Iran, etc. L'Arabie Saoudite, quant à elle, est coupée dans les plans en 4 ou 5 morceaux, avec un état des lieux saints, et puis des redécoupages. Vous voyez sur la carte, c'est très très bien décrit. Alors, finalement, dans les plans, au fond, ces plans de morcellement, ils ont tous un point commun. Ils cherchent à fragiliser les Arabes en retribalisant les populations, ce qui doit conduire à la création d'un nouvel ordre régional, de démembrer les États existants en micro-États à base ethnique, confessionnelle ou religieuse, de démanteler leurs institutions en évoquant la faillite de l'État, soit des États faillis ou voyous, et de briser leurs armées, afin de ôter toute possibilité de résistance, garant de l'indépendance et de la souveraineté des États. Et de redessiner finalement la carte du Moyen-Orient au sens de plus en plus extensif du terme. Aucun pays n'échappant, même l'Égypte a vocation à être divisée en 2 ou 3 États, dont un État copte, un État musulman et un État je ne sais plus quoi. Et, disons, servir de base d'expansion pour l'État d'Israël, par exemple. Alors ça, c'est le Grand Moyen-Orient de George Bush. Alors, on va avancer. Ce qu'on appelle le moment unipolaire américain, c'est ce qui se passe en 1990-91. On a donc cette situation-là. Le moment unipolaire,
beaucoup de gens l'appellent comme ça, c'est pas un terme consacré, on peut en trouver un autre, mais il dit bien ce qu'il veut dire. On passe du monde bipolaire de la guerre froide à un monde unipolaire. Le monde unipolaire, pourquoi? Parce que, comme vous savez, entre 1989 et 1991, il y a un événement, une catastrophe, un séisme géopolitique, en tout cas, on l'appelle un bonheur, une catastrophe, ça c'est selon les gens, mais en tout cas, il y a un séisme qui change l'équilibre du monde, puisqu'il y a un des blocs, l'URSS disparaît, elle implose, et il y a le bloc socialiste, le pacte de Varsovie, qui disparaît, et finalement, il ne reste plus, il n'y a plus deux blocs, il n'y a plus qu'un seul bloc, qui est le bloc occidental. Par conséquent, il n'y a plus de guerre froide, faute de combattants. Et le bloc qui reste, le bloc occidental, au fond, va sentir des ailes. Il y a un grand dilemme quand même, parce que ce n'était pas prévu, et quoi faire de cette puissance? Alors les penseurs néoconservateurs disent que c'est le plus puissant empire que la Terre ait porté, que Dieu lui a donné la vocation de dominer le monde et de conduire le monde, qu'il doit assumer cette vocation et qu'il appartient à et donc voilà. Alors, par conséquent, le moment unipolaire américain, à partir de 1990-91, il n'y a plus qu'un seul bloc. Donc il n'y a plus d'Union soviétique, plus de bloc socialiste. Tous les États de la planète, en fait, n'ont plus de choix. Ils ont deux choix, c'est se soumettre ou se démettre. En fait, se soumettre, c'est-à-dire suivre, rejoindre ce que les Américains vont appeler petit à petit la communauté internationale, c'est-à-dire eux essentiellement, au centre. Et puis deuxièmement, ou bien être accusé d'être des États voyous, des États parias, des États faillis, des États pauvres, des États fragiles, des États qu'il faut détruire et qui se détruisent eux-mêmes. Et bientôt des États qui vont pratiquer le terrorisme à haute dose. Bon. Alors qui sont donc des États dangereux et préoccupants, comme les state of concern, comme diront les penseurs américains. Alors, ça va être ça. Le moment unipolaire américain. Il faut bien voir qu'en 89-91, la disparition de l'URSS est imprévue. Beaucoup disent qu'ils l'avaient prévu, mais enfin, c'est plus facile de prévoir l'avenir quand il est fait qu'avant. Bon. Et la dislocation du pacte de Varsovie, ils illustrent la défaite en tout cas du communisme idéologique. Il y a encore des États communistes, mais le communisme idéologique est triomphant, finalement, et jugulé. Le monde bipolaire s'écroule brutalement, laissant la place à un monde unipolaire, centré autour du vainqueur de la confrontation idéologique, et grande bénéficiaire du changement de paradigme, comme on dit, l'Amérique va céder à la tentation impériale, c'est-à-dire on est le plus grand empire que la Terre ait porté, même plus grand que l'empire de Rome en son temps, et donc on doit assumer notre vocation de dominer le monde. Et il faut l'assumer. Alors il y aura un petit débat quand même, dont M. Trump est probablement l'un des témoins, l'un des symboles, ou du moins un exemple vivant. Il y aura un débat au sein de tout ce pouvoir, cet état profond, ces élites américaines, ces establishments américains, finalement, ça va, quoi faire de la victoire? Alors il y a une aile minoritaire qui est une aile isolationniste qui dit, bon, maintenant ça y est, on a gagné, on n'a plus d'ennemis, donc l'Amérique peut se consacrer à elle-même, America First. Et puis, quant aux islamistes, ma foi, ce sont des ennemis, on va les combattre. Ils ont pris la place du communisme, et ça, si on a besoin d'ennemis, on prend les mouvements islamistes. Mais ils vont être minoritaires dans le débat. Dans le débat, ceux qui vont être majoritaires, ça va être les interventionnistes. Il n'en est pas question, puisqu'il n'y a plus d'ennemis, il faut en profiter, et l'Amérique doit s'installer comme maîtresse du monde et régir le monde. Elle a cette vocation normale, et c'est l'axe du bien, etc., etc. Alors, M. Trump, finalement, qui, de mon point de vue, ne peut pas échapper à la fatalité du néoconservatisme aux États-Unis, mais il correspond bien à cette vision America First. Ça n'est pas, bien qu'il intervienne beaucoup, parce qu'il ne peut pas faire autrement pour être un président normal américain, mais je pense qu'il ne peut pas échapper à la fatalité, mais il est en soi isolationniste, puisqu'il pense que l'Amérique doit être toute seule, et il est en train de couper les ponts avec la communauté, avec toutes les institutions internationales, qui pourtant ont bien servi l'Amérique souvent, mais également avec ses alliés, de se faire de plus en plus d'ennemis. Je crois qu'il illustre parfaitement ce débat. Les autres présidents américains appartenaient à l'aile interventionniste, y compris M. Obama. Alors, le début du mouvement en 1991-95, ça va être la période d'essai pour le plan du moment unipolaire américain. Et le triomphe en même temps du néoconservatisme. C'est George Bush le père à ce moment-là qui est au pouvoir. Et on va noter que c'est à ce moment-là que va commencer la première guerre d'Irak. La première guerre du Golfe contre Saddam Hussein. Il va y avoir également, puisque l'Union soviétique n'existe plus, toutes les promesses
faite à M. Gorbatchev par M. Kohl et le président du moment qui est comment, George Bush, précisément, eh bien, aucune de ces promesses ne va être tenue, et finalement, il va y avoir l'investissement et la tentative d'encerclement de l'ex-Union soviétique, de ce qu'il en reste, c'est-à-dire la Russie. Les promesses d'empêcher la progression de l'OTAN vers l'Ouest ne vont pas être reprises, ne vont pas être suivies d'effet. Et disons, en Asie centrale, en ce qui concerne le monde arabo-musulman, ça va être un investissement de l'Amérique avec des bases, avec exploiter le pétrole, créer, mettre au pouvoir des régimes qui sont favorables aux intérêts américains. Dans toutes les ex-républiques de l'URSS, ça va être tentative. Ça va marcher, ça ne va pas marcher, mais il y a bien la tentative de le faire. Alors, on voit, pour avoir été au Soudan, je sais que le Soudan, plus grand État, plus vaste État du monde arabe et plus vaste État du continent africain, aura été l'un des premiers pays où je dirais qu'il y a eu cette tentative de harcèlement et de démantèlement qui va aboutir en 2011, disons, à la sécession du Sud-Soudan, et ça faisait partie des plans de, par exemple, pour affaiblir et démanteler le monde arabe, disons, viser ces maillons faibles, les maillons faibles étant au nombre de 3, l'Irak avec son Kurdistan, le Sud-Soudan au Soudan, et en Mauritanie, les populations du fleuve, disons, c'est-à-dire qui sont musulmanes, mais qui sont les populations du fleuve, c'est-à-dire, comme on dit, négro-africaines et non pas arabo-berbères. Alors, il y aura tout ça, il va y avoir une guerre en Somalie, la guerre en Afghanistan qui va reprendre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y aura beaucoup de péripéties pendant toute la première décennie, 1990-2000. C'est là qu'on va créer les notions d'axe du bien, et puis il va y avoir cette question historique qui va bientôt être posée, c'est pourquoi nous haïssent-ils, qui va être posée par George Bush. Alors, bon. En 2002, il y a les attentats du 11 septembre qui vont renforcer cette donne. Bien évidemment, ça va entraîner un mouvement de solidarité, disons, dans tous les pays alliés des États-Unis, et dans beaucoup de pays qui vont plus oser, qui vont être tétanisés littéralement par la chute de l'Union soviétique, et qui n'ont plus de recours. Jadis, dans le vieil équilibre, quand un État était pris à partie ou menacé par l'Amérique, il y avait l'URSS qui accourait à son secours, et vice-versa. C'était ça la règle du jeu de la guerre froide. Maintenant, il n'y a plus ça, il n'y a plus que les États-Unis. Alors si on est menacé, on a intérêt à s'exécuter, parce qu'autrement, il peut arriver de graves aventures. Alors, par conséquent, ça va changer la donne et ça va renforcer la volonté et la détermination des néoconservateurs américains et des autorités américaines de façon générale, et notamment de George W. Bush, qui est le fils de son père, comme son nom l'indique, et qui va déclarer la guerre à la terreur. La guerre à la terreur, alors peut-être des fois même en utilisant la terreur. Comme on disait Pasqua, terroriser les terroristes, alors c'est vrai, c'est un petit peu ça. Là, ça va être un peu ce système-là qui va être utilisé au plan international. Alors, il va présenter au Congrès en 2004, pour raccourcir, le projet de Grand Moyen-Orient. Encore une fois, je répète, le Grand Moyen-Orient, déjà à l'époque de George W. Bush, il va déjà jusqu'en Afghanistan d'un côté, puis de l'autre côté, il va à peu près jusqu'en Libye quand même. Hein. Et puis il s'est agrandi vers le sud, il s'est étendu vers le nord également. Il a gagné, en fait, le Grand Moyen-Orient, il a regagné toute une partie de l'ex-Union soviétique, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, etc., tous les pays en ce temps, l'Azerbaïdjan, les pays du Caucase et de l'Asie centrale, rentrent dans le lot du monde arabo-musulman, puisqu'ils ne sont plus partie de l'URSS, et donc ils reviennent sur le marché en quelque sorte, hein, pour être contrôlés et dominés et découpés. Alors, finalement, le Grand Moyen-Orient prend une extension, et de part en part, il va s'installer, pourquoi faire une exception, jusqu'en Indonésie, à la pointe de l'Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et jusqu'en Mauritanie, bien sûr, partout où est l'islam, il y aura le monde arabo-musulman, et il y aura le Rimland sera donc élargi, ainsi de suite. Donc à la fois en longueur, du Pacifique à l'Atlantique, et en largeur, puisqu'il s'étendra, on voit sur la carte que vous voyiez tout à l'heure, que finalement, en Russie, il y a une population de 17 ou 18% de la population qui est musulmane. Il y a des Tchétchènes, mais pas seulement des Tchétchènes, ça fournit beaucoup de groupes terroristes, et puis toutes les populations de l'ex-empire soviétique, évidemment, sont concernées.
En Chine, il y a évidemment les Ouïghours, non pas les yogourts, comme l'appelait quelqu'un, un auteur contemporain que je ne saurais citer. Non, c'est les Ouïghours, donc ce qu'on appelait jadis la population du Xinjiang, ce qu'on appelait jadis le Turkestan chinois. Donc ils sont musulmans et qui font une partie notable de tous les 30 ou 40 millions de musulmans chinois. Peu de choses, une grosse masse, mais peu de choses par rapport à l'océan chinois. Alors, George Bush, en tout cas en 2004, présente au Congrès le projet de Grand Moyen-Orient. Et entre l'Est et l'Ouest, eh bien, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors il va y avoir effectivement tous les pays européens qui vont être ils vont choisir. Ils vont choisir de rejoindre l'Occident, de se détacher de la Russie et de rejoindre l'Occident, les pays du pacte de Varsovie à peu près tous, donc du Rhineland. La Chine, elle, est tétanisée, mais ne rejoint pas l'Amérique. Par contre, les pays arabo-musulmans, ils vont tous tétaniser. Bien, ils vont se tenir au garde à vous en se demandant s'ils ne vont pas tous venir sur la liste après Saddam Hussein ou bien après d'autres pays. Alors, la ceinture verte musulmane et les plans vont être relancés, mais spécifiquement sur la ceinture verte musulmane. Il y aura, ce sera les premières révolutions, il y a les révolutions colorées qui auront lieu dans les pourtours de l'Union soviétique, en Géorgie, en Ukraine, la première révolution en Ukraine, il y aura d'autres également dans ces partages, tous ces États, je dirais, de facto qui vont naître, l'Abkhazie, l'Ossétie, la Transnistrie, le Haut-Karabakh, des républiques, un petit État un peu fantômes et fantomatiques, qui vont naître du dépeçage de telle ou telle république en Asie centrale, de l'ex-Union soviétique. Mais en tout cas, il y aura également les guerres en Ukraine, en Géorgie, ou en Moldavie, en Azerbaïdjan, etc., etc. Donc ce sera les révolutions, comme on dira, colorées. Et les révolutions colorées, c'est les ancêtres, en fait, c'est des essais des printemps arabes qui vont naître en 2011. Alors, il y aura même un essai dans un État arabe, une première révolution, la révolution du cèdre, dont on parle très peu, parce que ça semblait détaché de tout ce concept, puis qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas l'avenir, nous, les stratèges qui savaient, mais disons, la révolution du cèdre en 2005, c'est à propos d'une sombre affaire électorale de renouvellement du président libanais. C'est là que la France va être amenée à intervenir, etc., à présenter des résolutions, et disons, elle va être poussée par George W. Bush et Colin Powell, son ministre des Affaires étrangères. Alors, il y aura les guerres de Géorgie en 2006-2008. Il y aura des menaces, par exemple, sur la Syrie dès ce moment-là. C'est à partir de 2001-2002 qu'il va y avoir une liste qui va circuler à tous les services de renseignement, les services et les services pas de renseignement, d'ailleurs, américains et occidentaux, une fameuse liste des 7 pays qui doivent être déstabilisés, la Syrie, le Liban, l'Irak, je ne me rappelle plus quoi, la Libye, il y a l'Afghanistan, la Somalie, le Soudan, il y en avait 7, une liste, mais la liste est extensive, disons à souhait, enfin au gré des uns et des autres, voilà. Alors, et enfin, en 2010-2011, on va voir donc ce phénomène, cette contagion de ce qu'on appelle les révolutions arabes, à laquelle moi je mettrais comme beaucoup de guillemets, parce que c'est curieux de voir des révolutions qui seraient soutenues par l'Arabie Saoudite et le Qatar et la Turquie, mais on sait qu'il y aura des révolutions arabes donc en Tunisie, en Égypte, au Yémen, au Bahreïn, en Libye, puis en Syrie, et puis il y en aura également en Algérie, suite à la sale guerre des années 90, qui était un terrain d'essai des islamistes, et on va voir donc ce phénomène-là se répandre au point où on pense que tous les pays arabes et les pays musulmans, les uns après les autres, l'Iran par exemple, que tous les pays vont être visés, que tous les régimes vont tomber. Alors, il y a le prétexte de la démocratie, mais bon, si c'était le prétexte de la démocratie, ça se saurait. En réalité, ça n'est pas ça. La véritable raison, vous avez compris, c'était les plans qu'on a évoqués tout à fait en début dans l'introduction. Il ne s'agit pas d'instaurer la démocratie, ça n'est qu'un prétexte pour le faire passer auprès des opinions, mais le but, c'est de dominer, de contrôler ces pays, s'ils n'obtempèrent pas de les couper en plusieurs morceaux, sur des bases confessionnelles et religieuses, ou ethniques, peu importe, et donc, pour mieux pouvoir les contrôler.
de détruire l'État, l'infrastructure étatique, l'infrastructure économique, les armées pour empêcher toute résistance, comme diront des terroristes américains, pour dominer un pays, il n'y a pas besoin de l'occuper, il suffit de détruire son armée, puisqu'il n'y a plus de résistance, on peut l'administrer comme ça. Donc il suffit d'avoir quelques places fortes dans un pays, et puis ça fonctionne tout seul. On domine beaucoup plus facilement un État chaotique, où il n'y a plus de gouvernement, ou bien où il y a 3 ou 4 États, 3 ou 4 gouvernements, qu'un seul État, et où il n'y a plus d'armée, par exemple. Alors, il y aura des obsessions qui vont naître, c'est à ce moment-là l'obsession de l'Iran, l'obsession de l'axe chiite, comme on dit. Les gens vont agiter la menace du chiite et du sunnisme, même quand ils ne savent pas trop ce que ça veut dire, la plupart du temps. Même, je pense que même des gens, des fois, très instruits, ne savent pas trop aussi à quoi ça correspond. Des obsessions comme l'obsession russe, comme le péril chinois, je ne voudrais même pas parler de comment certains l'appellent, ça rappellerait des fois, je me souvenir. Et puis Bachar el-Assad, évidemment, qui va être The Obsession. Alors, ça, c'est on en arrive devant. Alors, face aux ambitions occidentales, on a vu. Alors, le partenariat stratégique, il va y avoir une réplique. Pourquoi est-ce que ce plan, qui est en bonne voie quand il est dans les années 2000 et en 2011, et pourquoi tout le monde croit-il que ce plan va réussir, qu'il va notamment réduire, disons, en morceaux le monde arabe et le monde musulman, État après État, et que tous les États, finalement, qui sont gênants, les franges de l'ex-URSS comme l'Ukraine, par exemple, ou bien la Géorgie, tout le monde va rejoindre l'OTAN, comme les pays baltes, comme les pays du pacte de Varsovie, et que tous les États vont suivre, tous les États du Rhineland, en fait, qu'ils vont se rallier, en réalité, non pas à la terre centrale, au pivot, mais qui vont se rallier à l'empire de la mer américain, et britannique aussi, qui reste avec ses ambitions. Alors, face à ça, il va y avoir un phénomène. Ça va être la renaissance de la Chine, et la renaissance de la Russie, pardon, de la Russie éternelle. Il n'a pas besoin de renaître puisqu'elle est éternelle, mais enfin quand même, elle va renaître des cendres de l'URSS, et complètement, la chute de l'URSS l'a démoralisée, l'a humiliée, l'a réduite, l'a mise en grand danger, a détruit son économie, son potentiel militaire, et finalement lui a fait perdre son statut de superpuissance. Mais finalement, donc, au courant des années 2000, à partir des années 2005, la guerre d'Ukraine, la guerre de Géorgie, va susciter, quand Poutine notamment arrive au pouvoir, dans 2000-2001, comme Premier ministre puis comme président, eh bien, il va y avoir à nouveau un état d'alerte en Russie, et qu'ils vont juger finalement qu'il est vain de vouloir coopérer avec l'Occident, mais qu'il faut au contraire faire récupérer, que la Russie l'a échappé belle, mais que la Russie doit récupérer en vitesse son statut de grande puissance, c'est-à-dire renouer avec sa puissance militaire, sa puissance stratégique, sa puissance scientifique, sa puissance économique. Alors comme ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire et non pas les vaincus, effectivement, l'URSS, dans ces années-là, a tous les défauts, et donc elle a été battue, c'est rien du tout. Il apparaît comme si ça avait été un vulgaire, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, enfin, un État que je ne nommerai pas, n'importe où, mais que c'était rien du tout. L'URSS, quand même, jusqu'en 1980, non seulement jusqu'à la veille de sa mort, elle était encore vivante, mais disons, elle terrorisait littéralement l'Occident, l'URSS. L'armée soviétique, c'était quand même quelque chose. Bon, et la puissance soviétique, la vainqueur de l'espace, etc. Mais une fois qu'elle est abattue, ça paraît un tigre de papier ou un monstre de papier finalement. Alors donc, ça, il faut que ça cesse, pour que la Russie doit reconquérir sa grandeur. Alors, bon, pas sur les mêmes bases, puisque l'Union soviétique a... Il faut refaire pas à pas, disons, la grandeur de la Russie. Alors, je ne dirai pas tous les atouts que garde la Russie, vous les connaissez probablement aussi bien, puisque vous êtes du rayonnement asiatique, vous devez savoir quelles sont les raisons de rayonnement de la Chine et de la Russie. Sa taille, sa population, la qualité de son éducation, sa diplomatie, ses ressources, ses immenses ressources naturelles, ses revendications en Antarctique, ou en Arctique, pardon, pas en Antarctique, ses revendications en Arctique, dans la région du pôle, sa tentative, sa volonté de reconstituer l'ex-espace soviétique par un biais qu'on va voir tout de suite. Donc ce partenariat stratégique, la renaissance de la Russie des centres de l'URSS et l'émergence irrésistible de la gigantesque Chine
auront stoppé au bout de 20 ans, finalement, le moment unipolaire. J'avais mis là, ici, les ébats solitaires d'une hyperpuissance qui pensait être éternelle, conformément à la doctrine de la fin de l'histoire de M. Fukuyama, et en absence d'adversaire à sa mesure. Bon, ce qui est vrai. Alors, à la fin de l'histoire, ça a toujours été une notion un peu bidon, puisqu'il n'y a pas de raison que l'histoire arrête quand les penseurs le décident. L'histoire n'arrête pas, bien évidemment, au contraire, l'histoire est un éternel recommencement. Mais il y a eu un livre que vous avez peut-être lu, et qui a eu, ça voulait dire, non pas que l'histoire s'était arrêtée, mais qu'il n'y aurait plus d'histoire, puisqu'il n'y avait plus de compétition idéologique, et qu'il y aurait eu seulement des clashs de civilisation, ce qui revient un petit peu au même, d'ailleurs. Bon, alors... En réalité, la renaissance de la Russie, dont personne ne s'est rendu compte vraiment, et à laquelle personne ne croyait, va devenir une réalité, et l'émergence irrésistible de la gigantesque Chine également. Et ces deux puissances, qui l'eût dit, qui l'eût cru, vont s'allier. Chose qui n'arrivait pas même au temps du communisme, j'allais dire surtout au temps du communisme commun, parce que, comme on le sait, quand la Chine populaire est créée en 1949, eh bien, il y a quelques années, 5 ou 6 ans, de coopération exemplaire avec l'URSS, mais finalement, ces relations vont très vite se rompre. Il va y avoir un schisme idéologique qui va entraîner que la Chine, tout en restant un État communiste, va complètement renier son alliance avec l'Union soviétique, il va faire jeu à part, et que en tant qu'État du Rhineland, elle restera, disons, elle quittera, disons, son allié du Heartland, enfin, la Russie, l'URSS, pour finalement rejoindre finalement plutôt les empires de la mer. C'est ça qui va lui arriver au temps de après l'histoire de la République populaire de Chine, après 5 ans ou 6 ans de communisme. Alors, après, quand le communisme idéologique est mort, la Chine est toujours un État communiste, mais il n'y a plus de compétition idéologique. Et il va y avoir dès le début, le premier à se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans la machine et qu'il fallait remettre de l'ordre, ça va être Boris Eltsine, qui pourtant n'était pas un homme si équilibré que ça, à tous les sens du terme, bon, et qui avait une conception assez sommaire, disons, de la grandeur de son pays, puisqu'il est le parrain quand même du démantèlement de l'économie soviétique, par exemple, vendue par pan entier pour des bouchées de pain, pour un rouble symbolique. C'est comme ça la formation d'une oligarchie. Mais je pense que cette renaissance de la Russie va commencer très très tôt. Alors, comme vous savez, la renaissance de la Russie, le pivot du monde, alors c'est aussi, et on va s'en apercevoir, de cette alliance en octobre 2011. En octobre 2011, qu'est-ce qu'il se passe? Vous savez, c'est la première année, les printemps arabes, ou les révolutions arabes, entre guillemets, commencent en décembre 2010 en Tunisie, puis après, elles s'accélèrent au moins dans l'année 2011. Alors en janvier, il y aura l'Égypte, après il y aura le Yémen, il y aura l'Algérie, la Mauritanie, plein de décès de révolution au Yémen. Il y aura ensuite la Libye, il y aura la Syrie, donc à la mi-mars 2011. Bon. Alors, en ce qui concerne la Libye, par exemple, fin 2011, il y a là une fameuse résolution des Nations Unies qui est adoptée de justesse pour engager une intervention de l'OTAN, une intervention des membres qu'ils désirent, des membres de l'ONU qu'ils désirent en Libye pour préserver le peuple libyen du massacre de la part du dictateur libyen colonel Kadhafi. Alors, mais en fait, et ils réussissent, les Occidentaux, l'Amérique et les Occidentaux réussiront à convaincre la Russie et la Chine de collaborer avec la communauté internationale. Donc il n'y aura pas d'opposition, il n'y aura pas de veto. Donc ils ne voteront pas contre, mais ils s'abstiendront. Mais l'abstention pour les membres permanents du Conseil de sécurité, ça équivaut à voter positivement. Ce qui empêche, c'est, disons, de voter, le veto, c'est un vote négatif d'un membre du Conseil permanent du Conseil de sécurité, et ça équivaut finalement à empêcher l'adoption de toute résolution. En 2011, il n'y aura pas ce phénomène. La Russie et la Chine ne votent pas pour, mais elles ne votent pas contre, elles s'abstiennent. Alors, par contre, en Syrie, quand l'expérience sera renouvelée, ça va donner plein d'idées. On va dire, ben, le scénario a marché en Syrie, il y a le scénario irakien qui a exactement marché, on a pris de 2 guerres, et donc on va commencer la même chose en Syrie. Mais quand le premier projet de résolution est présenté pour engager une intervention militaire contre le pouvoir de Bachar el-Assad en Syrie,
eh bien, ils se heurteront à la grande surprise, et je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas tellement à être surpris, puisque les diplomates qui étaient en poste dans tous les pays occidentaux le disaient, on ne nous rattrapera pas deux fois, les diplomates chinois et russes, et donc finalement ils sont très surpris par ce veto russo-chinois dont ils veulent faire un événement d'occasion, une espèce de faute d'attention, une inattention. C'est pas du tout ça, parce que ce double veto va bloquer donc tout le mécanisme, il sera suivi d'un nombre considérable de tentatives, donc on a oublié, de faire la même chose, une intervention militaire à prétexte humanitaire pour changer le régime, une ingérence humanitaire pour changer le régime, mais en fait pour détruire l'État syrien. Alors il y aura beaucoup d'essais, et puis, mais la première fois que c'est porté aux Nations Unies, dans tous ces essais, eh bien, ça sera, il y aura vraiment un projet de résolution qui sera posé, eh bien, il y aura un double veto russo-chinois. Alors ça suscitera la surprise, même une très très grande surprise, et pourtant, ça ne sera pas du tout un événement exceptionnel, ça se reproduira, c'est destiné à se reproduire rien que sur la Syrie, au moins 6 ou 7 fois, 7 double veto, toutes les résolutions qui franchissent tous les barrages et qui réussissent à être soumises au Conseil de sécurité, ça s'est passé 7 fois où il y a eu un double veto russo-chinois. Alors on dira que finalement, le premier épisode de la version russo-chinoise du Grand Moyen-Orient, eh bien ça sera ce double veto russo-chinois. Alors, qui va concrétiser d'ailleurs le nouveau partenariat russo-chinois sur le plan diplomatique. Alors il bouleverse la donne, il restructure le Rimland, donc l'espace chinois, prolongé à Saint-Herbert-Wieselmann, et en l'associant à la Russie, le cœur du Heartland. On retrouve tous les lieux communs, disons, de la géopolitique qui sont là, mais qui est l'illustration qui est toujours vivante. Alors, le premier épisode, la renaissance de la Russie, le pivot du monde, comme on dit. Alors en fait, on va avoir une alliance stratégique entre le pivot du monde et l'empire du milieu. Donc on est bien au centre du monde. Alors le pivot du monde, pour l'anxiété, les préoccupations de la Russie, c'est de regagner le statut de grande puissance qu'avait l'URSS et qui a été perdu. Alors ce sera un pari, bon, plus ou moins gagné maintenant, mais à l'époque, c'est ses objectifs à long terme. Reconstituer l'espace soviétique, c'est-à-dire reconstituer, on va en parler brièvement après, reconstituer l'espace soviétique, c'est-à-dire reconstituer toute cette agglomération de républiques, cette fédération de républiques soviétiques qui était profondément unies quand même, mais qui ont été démantelées par l'aléa de l'histoire, un petit peu. D'ailleurs, pas du tout suivant le schéma qui était établi d'habitude. Je vais en dire un mot si j'ai le temps pendant le débat. Alors, reconstituer l'espace soviétique, ça c'est une préoccupation, ça suppose de garder, laisser tomber les pays baltes, qui sont des États d'occasion, pour l'Union soviétique, mais la Biélorussie, l'Ukraine, l'espace slave, puis ensuite les pays du Caucase, la Géorgie, la Moldavie, l'Arménie, tout ça, bon. Et puis l'Azerbaïdjan et tous les États de l'Asie centrale, et tous les États en stan. Hein, l'État de l'Asie centrale. Il faut les garder, les reconstituer, en faire des alliés dans des montages divers. Ça sera le rôle de toutes les institutions, les multiples communautés et unions et organisations qui seront créées par Vladimir Poutine dans les derniers 15 ans ou 20 ans. Alors, regagner le statut de grande puissance. Peut-être que si je vous le mettais là, ça serait peut-être mieux. Hein, voyons, dossier phare pour la Russie. Oui, c'est ça. Oui. Je pense que c'est ça. Donc regagner le statut de grande puissance, reconstituer l'espace soviétique, pivoter résolument vers l'Asie, puisque l'Europe semble se comporter de façon très très hostile et tient pas ses promesses, on repivote vers l'Asie. Alors on parle toujours du pivotement américain vers l'Asie, qui à mon avis est un peu fantasmatique. Par contre, on nie toujours le pivotement qui est beaucoup plus naturel, parce que la Russie est un État à la fois européen et asiatique, donc son pivotement vers l'Asie n'est pas très compliqué, et c'est ce qui se passe dans la réalité. Alors, ensuite, devenir le pivot du Moyen-Orient, et pas seulement de l'espace monde, d'oublier le monde, mais devenir le pivot du Moyen-Orient, c'est pas du tout gagné, parce que finalement, dans les années 2000 et 2010-2011, l'URSS n'a plus qu'une seule base, c'est en Syrie, à Tartus, sur le littoral méditerranéen, et a perdu toutes ses relations et ses alliés dans tout l'ensemble du monde arabe, notamment, et en bonne partie dans le monde arabo-musulman. Alors il faut reconstituer tout ça. Elle va y réussir plus ou moins. Devenir le pivot du Moyen-Orient comme on le voit maintenant. Les gens se précipitent
autour de Vladimir Poutine et à Moscou, plutôt qu'à Washington autour de M. Trump. Bon. Alors, ensuite, il y aura également parmi ces missions la protection de l'orthodoxie. L'orthodoxie russe, finalement, ça va être un des atouts et une des angoisses, une des préoccupations de la Russie, de protéger tous les chrétiens d'Orient au prétexte que tous les chrétiens de l'espace slave, les orthodoxes de Russie, sont finalement des fils spirituels de l'orthodoxie orientale qui est née en Orient, puisque le christianisme est né en Orient, et donc son orthodoxie est orientale. Et donc, beaucoup de Russes estiment que finalement l'orthodoxie russe est une figue de l'orthodoxie, disons, orientale. Alors, il y aura la protection de l'orthodoxie. De traiter également, ça sera le souci, traiter avec doigté et avec soin tous les antagonismes, notamment ceux entre les sunnites et les chiites, puisque ce qui va se passer, c'est que la Russie va soutenir l'arc chiite, comme on dit, c'est-à-dire l'Iran. Elle va soutenir plus ou moins, disons, la Syrie, considérée comme un pays chiite par le biais de son gouvernement, c'est un pays sunnite, mais le pouvoir, puisque Bachar el-Assad est alaouite, c'est-à-dire une sorte de chiite, et puis, comme allié, le Hezbollah, donc, ils vont considérer que c'est un arc chiite, et qui menace les sunnites, et donc Poutine va faire très très attention dans son soutien, par exemple, à la Syrie, à l'État syrien, et au Hezbollah et à l'Iran, de bien ménager finalement les sunnites, parce que les 18% de Russes musulmans, pas de l'Asie centrale, mais ceux qui sont restés dans la Russie, son nouveau format, eh bien, sont des sunnites en général. Donc il faut faire très attention, y compris les Tchétchènes. Bon, pas forcément les terroristes, mais les Tchétchènes, les musulmans, et tous les peuples musulmans de la Russie de maintenant. Et puis ensuite, le grand souci du gouvernement de l'État russe, de la Russie en renaissance, ça va être, c'est la loi de la géopolitique, de débaucher tous les alliés de l'Amérique dans le Rimland, c'est-à-dire dans le monde arabo-musulman. Et ils vont assez bien réussir, finalement, à essayer d'attirer dans ses filets, M. Poutine, la Turquie, essayer de l'amadouer, c'est pas facile d'amadouer M. Erdogan. Mais c'est pas facile d'amadouer l'Arabie Saoudite de Ben Salman, par exemple. Il va réussir en bonne partie, d'essayer d'amadouer l'Égypte, qui avait viré sa cutie depuis longtemps. Bon, Israël. Alors Israël, on oublie souvent que dans l'intérêt que porte la Russie à Israël, c'est une question de population, parce que d'une part, pendant longtemps, au temps de l'URSS, la communauté juive en URSS a été la deuxième communauté après la communauté américaine, et que d'autre part, dans l'État d'Israël de maintenant, il y a à peu près, je ne sais pas, 1,5 million ou 2 millions de Russes qui sont plus ou moins juifs, enfin à des degrés divers, mais qui sont citoyens israéliens et qui occupent de hautes places dans le pouvoir, et qui sont souvent des partisans des lignes dures de l'État israélien. Donc débaucher, entre guillemets, les alliés de l'Amérique. Ça va être ça, un des soucis de M. Poutine. Alors maintenant, on passe à l'émergence irrésistible de la Chine, l'empire du milieu, comme ça qu'il s'appelle. Alors il y a un affichage, l'histoire de la diplomatie chinoise depuis 1949, finalement, depuis la création de la Chine populaire, est celle de la montée en puissance d'une puissance modeste d'abord, en voie de développement, puis d'une grande puissance mais qui va rester discrète, une puissance de plus en plus grande mais qui va rester discrète, puis d'une superpuissance, comme on voit maintenant, qui aspire ouvertement au co-directoire du monde avec les États-Unis et, le cas échéant, la Russie. Bon, ça c'est la montée de l'affichage des ambitions de plus en plus depuis 1949. Il y aura quelqu'un, un grand homme qui fera, Deng Xiaoping, qui jouera un rôle important dans ce calendrier prospectif des ambitions chinoises. Donc la Chine va essayer de mettre sur pied une diplomatie globale, puisqu'elle devient une puissance mondiale, elle aura une diplomatie globale. Alors, les atouts de la Chine, vous les connaissez certainement beaucoup mieux que moi. C'est sa superficie, c'est son immense population, c'est sa vieille histoire, son socle culturel, sa vieille histoire de civilisation, son histoire plurimillénaire. C'est, disons, sa réussite. C'était d'abord l'atelier du monde et on se moquait d'elle, mais après ça va devenir l'usine du monde, on s'en moque beaucoup moins. Puis après ça va devenir maintenant le banquier du monde, alors on s'en moque plus du tout. Bon, et puis c'est beaucoup, être pour le monde l'atelier, l'usine et puis la banque, c'est qu'on se demande ce qui reste, il y aurait plus que la culture des carottes à peu près. Mais donc, et encore, les Chinois sont imbattables en agriculture. Donc,
finalement, ils vont utiliser tout ceci. Ils vont même utiliser petit à petit, comme ils ne veulent pas être arrogants et qui veulent donner l'image d'une puissance exemplaire qui ne fait pas fuir les pays pauvres et les pays en voie de développement, mais au contraire qui les attire. Eh bien, ils vont, disons, avoir une apparence, une approche modeste. Mais c'est à ce moment-là, c'est progressivement, on va voir naître les ambitions chinoises en Afrique, la Chine-Afrique, on va les voir en Asie, évidemment, en normalisant, finalement, en rétablissant des relations avec tous ses voisins, de préserver son espace, disons, refuser l'indépendance éternelle de Taïwan, les revendications territoriales en mer de Chine, pendant longtemps encore lutter contre les traités, exiger la révision des traités inégaux passés avec la Russie au temps du tsar, par exemple, et ainsi de suite, avoir une diplomatie asiatique, normaliser les relations avec le Japon, garder une influence sur la Corée du Nord, essayer d'améliorer ses relations avec l'Inde, qui est l'autre de très grande puissance de l'Asie, et puis aménager ses relations avec le Pakistan, les alliés traditionnels, et ainsi de suite. Donc c'est un jeu extrêmement compliqué. La Chine va réussir ça, et elle va trouver, en fait, elle va essayer, elle tient absolument, si elle veut se faire tous ses alliés, c'est pour ne pas être isolée. On dit toujours quelque part dans le monde, que la Russie est isolée, elle ne l'est pas, que la Chine est isolée, elle ne l'est pas du tout. Et comment peut-on isoler un pays d'1,5 milliard d'habitants, disons, ça ne tient pas tout. Et si grand que la Chine. Alors, donc lutter contre l'encerclement et lutter contre l'ostracisme, et donc, voilà, lutter contre le pivotage américain, voire équilibrer les désirs de repivotement russe, par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'il y a pas une coopération stratégique qui est née entre les deux grandes puissances, mais néanmoins, ça ne peut pas se faire aux dépens de la Russie ou aux dépens de la Chine, quoi. Il y a un équilibre délicat à maintenir. Et donc, une stratégie, elle va trouver une solution géniale, il y aura une stratégie, comme elle a beaucoup d'argent, elle est devenue la première puissance commerciale du monde en gros, elle est devenue la première puissance financière du monde pour le banquier, notamment elle détient je ne sais pas combien de centaines de milliards des fonds de pension, des fonds américains, etc. D'ailleurs, elle achète, comme vous savez, de tout et n'importe quoi un peu partout dans le monde. Elle ne sait plus quoi faire de son argent. Elle a des nécessités stratégiques. Elle a une industrie qui produit tellement, qui est dévoreuse d'énergie. Donc le gaz, le pétrole, le charbon, tout ce qui bouge pas, tout ce qui brûle et tout ce qui ne brûle pas, ça c'est bon pour la Chine. Et donc finalement, elle doit avoir des débouchés partout. Donc elle doit avoir une diplomatie globale. D'autre part, on n'a pas d'exemple dans le monde qu'un pays de la taille de la Chine, par exemple, géopolitiquement, de point de vue de la superficie, des richesses, de son histoire, de sa population, de son rang, de sa volonté de développement, de sa réussite économique, de sa réussite financière, qu'elle reste un nain diplomatique et un nain militaire. Donc petit à petit, mais en Chine ça va très très vite, puisque les Chinois sont très nombreux, et donc leurs efforts sont très puissants, et donc les efforts sont très rapides. Finalement, le développement, par exemple, la montée en puissance militaire de la Chine est extrêmement impressionnante. C'est impressionnant pour la Russie, mais c'est impressionnant pour la Chine également, qui a le deuxième budget militaire du monde dans les années actuelles, loin encore derrière celui des États-Unis, mais quand même qui monte, et comme dans la petite histoire. Et donc, finalement, ça, c'est la montée en puissance de la Chine. Et du point de vue, comment dépenser tout cet argent et tous ces financements, et comment assouvir toutes ces ambitions et cette soif d'expansion et de matières premières, eh bien, ça va être le projet génial des routes de la soie. Alors, le projet, une voie, une ceinture, une route, le projet OBOR, One Belt, One Road, donc va être mené à coût de centaines de milliards de dollars, si on compte encore en dollars, et donc qui reprend une vieille histoire de la Chine, une histoire de la Chine immémoriale, et donc tous ces circuits, les caravanes qui allaient sur les routes de la soie qu'on veut réactualiser pour en faire, disons, une voie d'expansion moderne. C'est la stratégie à venir pour le gouvernement chinois, pour le président Xi
Jinping, c'est, je crois, la stratégie de son règne, et c'est en tout cas la stratégie, pas seulement pour la décennie à venir, mais pour le siècle à venir. Et c'est une stratégie qui vise tout simplement et en toute simplicité à fédérer, mais pas à fédérer, mais à rassembler autour de la Chine et dans, je dirais, dans la zone d'influence chinoise, les pays de 3 continents. Aucun pays, j'ai assisté à une conférence, j'ai participé récemment à une conférence en Suisse, où on voyait notre ami chinois qui présentait l'écoute de la soie. C'est vrai qu'il n'avouait en rien à la fin, mais finalement rien n'échappe, n'importe quoi. La culture des pâquerettes en Colombie, par exemple, ou je ne sais pas, la fabrication des bicyclettes en Mongolie extérieure, tout ça, ça rentre dans le projet des routes de la soie. Bon. Alors, ce projet des routes de la soie, c'est des centaines de milliards de dollars. Ça concerne déjà 70 pays, peut-être 80, peut-être 90, demain davantage, parce qu'il y a 196 États dans la communauté internationale. Et donc, finalement, ça, c'est la stratégie pour le siècle. Alors, j'allais dire que la Chine, du point de vue de l'Asie et de ce grand Moyen-Orient, elle est concernée par l'Iran, l'approvisionnement en pétrole, par exemple. La Chine, je crois, est l'un des premiers clients de l'Iran en ce qui concerne le pétrole et le gaz. Et, disons, l'Iran, pour premier client, je crois, la Chine, globalement. L'Afghanistan, parce que c'est un pays proche, où la Chine a déjà... ça met en jeu ses relations avec l'Afghanistan, avec le Pakistan plutôt, avec la Russie, etc. Et donc ça fait partie des angoisses de la Chine, des préoccupations de la Chine. Alors, le Pakistan, c'est les relations traditionnelles avec l'Inde qui sont en jeu. Comme on sait, il y a des problèmes entre l'Inde et la Chine. Bon. Les problèmes de sécurité et de stabilité de l'Asie centrale, c'est cette préoccupation qui vont donner lieu finalement au premier contact pour assurer un partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, et puis les problèmes de sécurité ou de stabilité de l'Asie centrale. Alors, je ne sais pas si c'est ça ce qui est... Oui, c'est ça. Il faudra qu'on garde un petit peu de temps pour les questions. Voilà, mais j'ai fini. Alors, voilà. Du coup, on va passer aux questions. Est-ce que vous auriez des... Ouais, Francesca. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais savoir s'il y avait une coopération entre sino-russes concernant le trafic de drogue en Asie centrale. Concernant le trafic de drogue en Asie centrale, je sais que la Russie s'en occupe en amont, disons, mais est-ce qu'il y a un partenariat avec la Chine? Oui, je pense parce que c'est le but, je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais de toutes les institutions qui ont été mises en place, notamment par la Russie, pour régler les problèmes de désordre, notamment de trafic de toutes sortes, qui sont nés de la disparition de l'Union soviétique, et des problèmes qui préoccupaient beaucoup la Chine. Et comme vous savez, il y a des organisations communes qui touchent à la sécurité et à la défense. Il y a surtout l'organisation de coopération de Shanghai, hein, dont je n'ai pas parlé, parce que c'est l'affiche d'après, mais l'organisation de coopération de Shanghai est née finalement d'une préoccupation russo-chinoise de régler tous les problèmes de désordre qui étaient nés en Asie centrale suite à la disparition de l'Union soviétique. Et c'était une proposition russe qui avait rencontré un certain écho chez les Chinois dès les années au temps de Boris Eltsine, hein, dès 1980, presque à la chute de l'Union soviétique. Et donc finalement, il y a plein de... les Russes finalement, j'avais oublié de dire, il y avait un partage des tâches, il y avait le partage des tâches politiques, diplomatiques et militaires, c'est la Russie dans le partenariat, et les tâches économiques et financières, et un peu et vaguement diplomatiques, c'est la Chine. Les questions de sécurité et de lutte contre tous les trafics de toutes sortes, ça fait partie des multiples institutions qui ont été créées notamment par la Russie, mais qui joignent également la Russie et la Chine, comme l'Organisation du traité de sécurité collective, tous les traités de sécurité collective qui ont été conçus, y compris dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai. Oui. Oui. Déjà, merci pour votre intervention. Je voulais savoir si, pour comprendre la stratégie de l'Amérique au Moyen-Orient, il fallait prendre en compte le projet de vente Israël porté par les néo-évangélistes en Amérique, qui ont une forte audience dans les cercles du pouvoir et dans la population américaine. Oui, non, vous avez absolument raison. C'est volontairement que je n'ai pas voulu aborder ce sujet-là, ça nous aurait emmené trop loin.
Mais donc on sait qu'on parle du néoconservatisme, en fait, et de son soutien religieux, son aile religieuse, sa dimension religieuse. Il s'agit, quand je parle des messianismes sionistes et chrétiens sionistes, pour les chrétiens sionistes, il s'agit des églises évangéliques, avec le slogan des 50 millions de chrétiens évangéliques américains, qui était 50 million people, Americans, United for Israel. C'était les membres de l'Église évangélique. Unis pour Israël, c'était un slogan d'une récente assemblée générale de ces églises. Et donc, alors, il y a d'autres églises qui sont des églises protestantes notamment. Pour des raisons historiques, l'Église catholique n'a pas de messianisme, puisque son messie a déjà existé. Pour les églises protestantes, c'est un peu plus tangent, hein, des fois. On se réfère davantage à la Bible qu'au Nouveau Testament. Enfin, je ne suis pas en train de faire une conférence religieuse, mais c'est très intéressant de dire cette question. Et donc, quand je parlais du messianisme de peuple élu, il s'agit du messianisme juif qui est inscrit dans la Bible, dans la Torah, l'Ancien Testament, et puis ce messianisme des églises chrétiennes protestantes. Attention, certaines églises, que les Américains appellent des églises d'éveil. Je voulais savoir pourquoi est-ce que la Russie et la Chine ont attendu seulement un désir d'ingérence en Syrie afin de poser leur veto. Parce qu'ils pensaient, je pense, pendant toutes ces années, pendant 20 ans, c'est pour ça que le moment unipolaire américain a duré, ils pensaient qu'ils étaient alors tétanisés par la chute de l'Union soviétique, la chute de l'Irak, la chute de toutes les entreprises guerrières, disons, de l'Amérique dans le monde arabo-musulman et dans le monde de façon générale. Et donc je pense qu'ils croyaient que c'était possible de trouver qu'il y avait peut-être des raisons, pourquoi pas. Par exemple, dans toutes les résolutions sur les conflits africains, la Chine et la Russie voteront en général les résolutions pour mettre des forces de maintien de l'ordre, des forces africaines, des forces sud-africaines, des forces onusiennes, de maintien de la paix dans toutes les différentes crises qui vont sur les continents africains et ailleurs. Les Russes et les Chinois ne vont pas avoir d'opposition. Ils nourrissent l'espoir, jusqu'à maintenant d'ailleurs, mais de moins en moins et de façon de plus en plus symbolique, qu'il est possible de coopérer avec l'Amérique et avec l'Occident, et donc on ne s'oppose pas en trouvant toujours une raison. C'est ce qu'on appelle l'insupportable patience russe. Alors, je crois que c'est ça. Donc, puis, tout d'un coup, ils se sont résolus parce que tous les pays arabes, tous les régimes arabes, au fond, qui étaient en train de tomber, avec l'aide des mouvements islamistes, il y avait cette relance des mouvements islamiques. Alors, j'en ai parlé qu'incidemment. Évidemment, les deux États sont très intéressés, très peur du péril islamiste, puisque non seulement le nombre de musulmans en Russie, par exemple, mais également, il y a eu les guerres de Tchétchénie, qui étaient présentés chez nous comme des mouvements, des guerres indépendantistes, en fait, qui étaient des guerres islamistes avec du terrorisme à la clé. C'était comme ça, si on avait pris si les mots avaient eu un sens, mais c'était pas l'époque. Chaque époque a son vocabulaire. Quant à la Chine, elle est très préoccupée, encore une fois, des mouvements séparatistes ouïghours. Les séparatistes ouïghours couvrent leur séparatisme sous une couverture. C'est lié souvent avec un irrédentisme politique et qui est lié avec, disons, un islamisme militant. Disons, il y a 6000 Ouïghours en Syrie, par exemple, et avec femmes et enfants, qui souvent ont évacué, on a évacué les habitants autochtones dans le nord syrien pour installer à leur place des Ouïghours avec leurs familles. Il y a, si on dit, 5 ou 6 000 Ouïghours installés, des combattants avec les femmes, les enfants, c'était beaucoup de monde. De même, il y a à peu près le même nombre de Tchétchènes, probablement. On dit qu'il y a une douzaine de milliers d'Ouzbékistan, avec les femmes et enfants souvent. Il y a eu une politique, par exemple, dans le nord syrien, qui est sous la mouvance qu'Erdogan occupe toujours illégalement, d'ailleurs en partie, et qu'il a cherché, sur lesquels il avait des visées. Je pense qu'il a utilisé souvent les pays de la mouvance turquiste, comme on dit, le pantouranisme, hein, c'est-à-dire tous les pays turcs des Caucases ou d'Asie centrale, eh bien, ont été plus ou moins, il joue la carte. Il a par exemple des bases beaucoup au Turkménistan, en Azerbaïdjan, autour de la mer Caspienne par exemple, et dans cette région. Et ça, ce sont des alliés proches d'Erdogan. Et du point de vue des mouvements djihadistes, il a joué sur ces mouvements. Tous les peuples turcs d'Asie centrale, turco-musulmans ou irano-musulmans, eh bien Erdogan a tenté sa chance. Et donc finalement, je crois que c'était le souci commun des Chinois et des Russes, d'où la raison pour ne pas apporter seulement un soutien conjoint diplomatique et politique à l'État syrien contre les islamistes, contre les terroristes, mais également pour apporter
un soutien militaire. Alors le soutien russe est très très clair. On dit que les Russes sont intervenus en septembre 2015, c'est pas vrai. Les Russes sont intervenus dès le début, ils étaient présents en Syrie. Il y avait un accord de défense de longue date qu'ils ont respecté. Un grand nombre de coopérants russes dans différents secteurs de la vie, y compris dans les armées. C'est en septembre 2015 qu'a commencé l'intervention aérienne des Russes qui a changé un peu la donne stratégique. Mais les Chinois sont également présents. Ils ont une coopération militaire avec Damas et ils ont envoyé à 2 ou 3 reprises des contingents qui avaient des noms très peu réjouissants, les brigades du Tigre, les brigades de la nuit, enfin, comme on sait le faire dans les restaurants chinois ou dans les films sur les triades, je sais pas. Bon. Et donc il y a un intérêt commun des Russes et des Chinois du point de vue de la présence de population musulmane importante dans ces 2 pays, et puis d'autre part, difficulté de maniement. Il ne faut pas confondre les populations avec les terroristes, et néanmoins un danger terroriste qui a fait ses preuves dans le pays d'origine, chez les Ouïghours au Turkestan chinois, dans le Xinjiang, et en Tchétchénie pour les Russes, et dans d'autres endroits, y compris à Moscou. Moscou est une grande ville musulmane, finalement, il n'y a pas que c'est pas la majorité, mais il y a une grosse minorité musulmane. Les musulmans sont très présents, et ce sont des peuples turcs ou mongols, turco-mongols en Russie. Et Poutine, il s'applique beaucoup dans ses discours, a toujours rappelé que les musulmans ne sont pas des étrangers ou des envahisseurs en Russie, ils sont une partie intégrante du corps national russe, parce qu'ils ont dirigé le pays avant les tsars, etc., etc., et ce qui est vrai. Donc il est très très prudent de ne pas s'aliéner toutes les populations. Il y a déjà une forte répression contre les Tchétchènes en leur temps, donc il est très, très prudent. Oui. Non, oui. Bonjour. En fait, on n'en parle jamais, en tout cas presque jamais, mais moi, à mon sens, j'ai l'impression que dans le plan américain du Grand Orient, il y a comme s'il y avait un objectif d'éradiquer la trace de présence chrétienne au Moyen-Orient, parce qu'en déstabilisant tous ces pays et tous ces pseudo-dictateurs qui sont en fait des garants de la protection des chrétiens, bah, ça donne l'envie aux musulmans extrémistes, aux sunnites, etc. Bah, vous savez, toutes les mouvances terroristes qu'il a aujourd'hui, donc la disparition des Assyro-Chaldéens, la disparition des Arméniens, etc. Et aussi sur la carte que vous avez montrée sur le diapositive d'avant, sur le Grand Orient américain, avec la création d'un Kurdistan. Pour affaiblir la Turquie, affaiblir l'Irak et affaiblir la Syrie. Voilà, sur cette carte-là. La création d'un Kurdistan, mais sur des terres qui sont arméniennes, donc des terres chrétiennes. Donc pourquoi est-ce que dans ce plan américain, les Américains ne rendraient pas directement les terres chrétiennes arméniennes aux Arméniens? Et pourquoi est-ce qu'ils donnent ces terres aux Kurdes? Donc c'est aussi un plan de plus pour éradiquer le christianisme dans la région et dans tous les pays de la région en fait. Je pense que vous avez raison. Enfin, il y a certainement de la part des islamistes, je dirais. Vous savez, les dirigeants américains, je ne sais pas s'ils ont une culture historique qui est si grande qu'ils le feraient rentrer dans tel détail. Mais je pense que c'est intéressant, finalement, d'avoir une politique un peu chaotique. C'est la théorie du chaos créateur. Hein, d'avoir une politique chaotique qui fait que des pays chaos dans le désordre sont plus faciles à dominer et à être contrôlés que des pays organisés avec un gouvernement, une armée, des institutions fortes. Bon, je pense que du point de vue des islamistes extrémistes, des terroristes, des djihadistes, comme on dit, je pense qu'il y a plusieurs politiques. Les chrétiens ne sont pas menacés d'extermination. Je pense que ce n'est pas les plus grandes victimes du point de vue de l'extermination, mais ils sont pourchassés et on cherche à les expulser, à les faire partir, les faire sortir. Notamment là où il y en a beaucoup. Il y en avait beaucoup en Irak, ils ne sont plus très très nombreux. Il y en avait beaucoup en Syrie, il ne doit plus en rester que le tiers, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il y avait le premier slogan des islamistes, disons, en Syrie, par exemple, c'était, ça rimait en arabe, mais c'était les chrétiens à Beyrouth, les islamistes, les alaouites au tombeau. Ça rime en arabe, Tabout, Beyrouth. Bon. Mais c'était vrai, ça a été dès juillet 2011, c'était l'armée libre syrienne, les révolutionnaires démocratiques, par exemple, c'était ça leur slogan. Les chrétiens à Beyrouth, les alaouites, le cercueil, à la tombe. Alors, je pense que pour tous les musulmans qui sont chiites, alaouites ou différentes variétés, ils sont en grand danger
ils ont été vraiment souvent quand même torturés. Les sunnites ont fourni, et puis les sunnites ont fourni le plus grand contingent de victimes dans la guerre de Syrie par exemple, de très loin, parce qu'ils sont 80% de la population syrienne, et ils ont fourni 80% des victimes, hein. Ça a été exactement... mais je pense qu'il y a eu un sort, pour les chrétiens, je crois que c'est les évacués. Les Kurdes ont toujours eu des aspirations qui ont avorté. Ils ont encore choisi le mauvais cheval, les mauvais chevaux et les mauvaises cartes en Syrie. Ils vont être les grands dindons de la farce. On ne fait pas confiance avec Erdogan quand on est kurde. Et si j'étais Erdogan, je n'aurais pas remué la question kurde pour ennuyer, pour harceler, pour asticoter Bachar el-Assad. C'est idiot. Le Kurdistan, il est avant tout en Turquie. En Syrie, il n'y a pas de Kurdistan vraiment. En Syrie, il y avait des poches où il y avait des Kurdes. Les Kurdes syriens étaient très très peu nombreux. Pendant longtemps, ils étaient quelques centaines de milliers. Si le chiffre a enflé jusqu'à être maintenant, on parle de 10%, c'est-à-dire 2 300 000 Kurdes syriens, c'est parce que toute la différence entre les Kurdes syriens originels et les Kurdes de Syrie de maintenant, ce sont des gens qui ont fui la Turquie d'Erdogan, qui ont fui la Turquie en raison des persécutions contre les Kurdes. Les Turcs nient la présence de Kurdes, même leur existence, puisqu'ils appelaient ça depuis longtemps les Turcs des montagnes. Même quand ils habitent à Istanbul, là, au niveau de la mer. Hein. Bon. Alors, c'est vrai. Alors, ce que vous dites sur tous les traficotages de Erdogan et de Trump dans le Kurdistan, je crois, vous savez, il n'y a pas de miracle. Les Kurdes et puis toutes les troupes étrangères, il y a une dynamique, je n'ai pas eu le temps d'en parler, que je voulais seulement plus expliquer le mécanisme que décrire les événements et vous laisser le soin de tirer les conclusions de ce qui a été dit plus ou moins aujourd'hui. Je crois que finalement, par exemple en Syrie, pourquoi la Syrie a une telle importance et suscite une telle rage, un tel acharnement des belligérants, notamment des empires de la mer, comme je disais, c'est parce que toute l'affaire a raté. C'est, disons, le renversement du régime, la destruction de l'État syrien, la disparition de son armée, ça n'a pas marché. L'État syrien existe toujours au bout de 8 ans. Et donc ça, c'était imprévu. Ils n'avaient pas prévu ça du tout. D'où la rage contre Bachar el-Assad, accusé de tous les maux. Mais on accuse tout et de n'importe qui, de n'importe quoi. Hein, c'est pas grave. Alors, je pense qu'il y a une dynamique quand même de la victoire. Il y a, en Syrie, comme dans le Grand Moyen-Orient, comme dans le monde, je pense, je n'insisterai pas là-dessus, mais il y a bien deux camps. Si vous avez suivi depuis le début, il y a bien le camp de l'Eurasie, l'Artlande, avec ses alliés, la Chine, un certain nombre de pays arabes et musulmans, peut-être, je ne sais pas beaucoup de pays occidentaux, mais qui sait, peut-être un jour, j'en sais rien, mais en tout cas, qui sont alliés de la Russie. Et puis, il y a tous les empires de la mer et tous leurs alliés, du Rhineland y compris, c'est-à-dire les Européens d'Europe occidentale, les îles britanniques bien sûr, et puis un certain nombre de pays arabes. Les Américains ont au moins 4 ou 5 alliés stratégiques favoris en Orient. Ils ont par exemple l'Arabie Saoudite depuis le pacte du Quincy en 1945, Israël depuis sa création en 1948, la Turquie depuis 1952 son adhésion à l'OTAN, et l'Égypte depuis machin, comment il s'appelle, Moubarak, la chute de Gamal Abdel Nasser avant El Sadat, c'est-à-dire qu'avait récupéré ça des soviétiques. Donc vous voyez ce jeu dans le Rhineland de passer d'une main à l'autre. Ah. Merci. Oui. Bonjour monsieur, merci pour votre intervention. J'ai plusieurs questions à vous poser, je ne vais pas toutes les poser du coup. Donc la première, c'est concernant la première guerre du Golfe, donc en 91. Je voulais savoir si ça faisait partie de la stratégie américaine. Donc, on va faire un petit rappel historique. Il y a eu la guerre d'Iran, enfin guerre Iran en 88. Oui. Et lorsque Saddam, enfin les deux pays en sont sortis complètement dévastés de cette guerre, lorsque Saddam est allé voir l'ambassadrice américaine au sujet du Koweït, comment dire, les Américains ont poussé finalement, Saddam à cette invasion. Et enfin, de plus, l'Arabie Saoudite et le Koweït devaient des financements aux Irakiens. Et en plus, si on rappelle l'Irak, je voulais savoir du coup, est-ce que finalement cette machination américaine était dans l'objectif de détruire les armées de ces deux pays, car l'armée de Saddam était très importante à l'époque, et même elle était beaucoup exagérée par les médias. Mais...
je voulais savoir si c'était lié à... Enfin, si ça allait dans les... Bien sûr, ça va dans les intérêts d'Israël, mais si c'était une des raisons. Ça va dans les intérêts de ce plan, vous voyez. C'est quand même, c'était la première phase le découpage de l'Irak en trois États. Hein. Alors je ne sais pas si ça apparaît là-dedans. Oui, je ne sais pas si ça apparaît là-dedans, mais enfin ça a été réussi. L'Irak coupé en trois. Un Kurdistan qui est pratiquement indépendant, et pendant longtemps il y avait l'Irak chiite et l'Irak sunnite. Mais en fait les calculs, rien n'est parfait en ce bas monde, hein. Les calculs des Américains ne sont pas souvent parfaits, ils ont perdu toutes les guerres quand même qu'ils ont engagées, mais ça ne les empêche pas d'en entretenir, parce que ce qui est réussi par contre, c'est le chaos, le désordre, la destruction d'un certain nombre d'États et de leurs armées. Bon, mais c'était bien dans l'objet, c'était bien un plan. Quant à l'ambassadrice américaine auprès de Saddam Hussein, on ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Est-ce que c'était un lapsus? Est-ce qu'elle a pris ses désirs pour des réalités? Une faute diplomatique? Une faute télécommandée? Je ne sais pas. Ou bien un défaut d'interprétation de Saddam Hussein? Enfin, en tout cas, il est tombé dans le piège et ça a bien marché. Je pense qu'à l'époque, en tout cas, ce qui est vrai, il y avait ce qu'on appelait la politique du double endiguement. Le double endiguement, au départ, ça ne portait pas sur l'endiguement de la Russie et de la Chine, que des deux pays communistes. Ça partait, c'était l'endiguement de l'Irak et de l'Iran. C'est là qu'est né le terme double containment. Et vous remarquerez que finalement, il y a eu la guerre Irak-Iran qui visait à éliminer l'Iran en favorisant l'Irak. Bon, ça n'a pas marché. Donc après, on s'est attaqué à l'Irak. Et puis ensuite, quand la guerre d'Irak, quand la décennie a été finie, et quand l'Irak a été détruit au bout de 10 ans d'embargo, de sanctions et de destruction, eh bien, on s'est réattaqué à l'Iran par le biais du traité nucléaire. Parce que le dossier nucléaire, du traité nucléaire, disons, remonte à 2003-2004, juste quand la fin de la guerre d'Irak. On a fini avec l'Irak, on revient à l'Iran, revenons à nos moutons. Et donc on revient à l'Iran sous forme diplomatique. On ne va pas remettre une guerre, ça fait mauvais genre, mais diplomatiquement. Et puis les Américains, comme ils ne veulent pas y aller tout seuls, puis ils savent que les Européens parfois bien se pavaner comme ça sur le devant de la scène, ils disent, écoutez, faites les choses à notre place, vous les Européens, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, vous y allez comme de bons petits soldats, et puis vous allez proposer des conversations au bon président, comment il s'appelait, Ratami, qui était un président modéré comme celui de maintenant, Rouhani. Mais seulement les modérés, ils en ont marre d'être modérés, quoi, c'est ça. Oui, je vous en prie. On va juste prendre une dernière question. Julia Kislik. Je vous en prie. Merci pour votre référence. Donc moi je voulais savoir si on pouvait vraiment considérer la Sibérie comme une partie du Greenland, comme la théorie de McKeever et la carte que vous avez présentée, étant donné la marginalisation de cette région au niveau de densité de population et au niveau de l'accès aux infrastructures. Oui, mais attendez, regardez bien quand même. Regardez le Heartland. Ça ne marginalise pas la Sibérie, il n'y a que le bout de la Sibérie qui est marginalisé. Comment? Je me suis trompée, je voulais dire le Heartland, pas le Greenland pour la question. Le quoi? Oui, le Heartland, eh ben, vous voyez ce qu'il le couvre, hein. Il couvre la Russie, l'espace russo-sibérien, sauf l'extrême pointe, un bout de l'extrême pointe de la Sibérie, c'est tout. Et c'est tout, hein. À l'époque de l'Empire tsariste, c'était tout ça. À l'époque de l'URSS, c'était tout ça aussi. Alors, il n'y a pas de marginalisation. D'après ce qui est flagrant dans les théories que j'ai indiquées, c'est que, c'est pas moi qui les ai inventées d'abord, mais je reprends en fait, les théoriciens en fait ne sont pas des Russes ou des Chinois, ce qui les rendrait suspects, puisqu'on dirait ils décident qu'ils sont les maîtres du monde. Ce sont des géopolitologues anglais, britanniques et américains qui décident, qui déclarent que le cœur du monde, le pivot du monde, c'est la Russie. Il aurait pu dire c'est la Grande-Bretagne ou l'Amérique, ils ne le disent pas. Hein. Donc, ça est d'autant plus crédible, disons, on doit le prendre au sérieux. Ils disent seulement, c'est pas nous le cœur du monde, mais on n'a pas vocation à dominer le monde naturellement, mais on voudrait bien quand même le faire. On a une vocation, c'est bien plus que géographique, c'est une vocation divine, et donc de gouverner le monde. Merci beaucoup, M.